Ah merde alors, comment on dit Comment ça ça, merde alors? Tout à l'heure, you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'envoies un autre que moi ici? Tu tripotes ton truc. Mais oui. Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Alex. Bonne année, meilleurs vœux et on l'espère une belle année cinéma en 2021, croisons les doigts. En attendant, bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale qui regarde dans le rétroviseur de l'année cinéma écoulée. 2020 aura été l'année de tous les bouleversements pour l'industrie du cinéma suite à la crise du coronavirus. Salles obscures fermées, puis rouvertes, puis refermées, films sans cesse déplacés des calendriers de sortie, pénurie de blockbusters, tournages annulés, festivals déplacés sur internet, sans parler de la révolution vécu à Hollywood avec le substitut des plateformes de streaming et le raz-de-marée Disney+. Tous des événements qui ont accentué la crise du cinéma et ont donné une saveur assez aigre à cette année, pas comme les autres. Pour autant, les amis, s'il y a eu moins de films proposés que d'habitude et surtout moins de grosses productions attendues, 2020 n'en reste pas une année cinéma avec des films et même des très bons et surtout beaucoup de surprises. C'est pourquoi on a décidé de consacrer une émission spéciale top de l'année 2020 pour vous permettre notamment de rattraper chez vous des bons films, tiens, tant qu'on y est, que vous auriez loupé. Quoi de mieux à faire, me direz-vous, en ces temps encore troubles où les salles de cinéma ne sont pas encore prêtes à rouvrir leurs portes. Pour revenir donc sur les meilleurs films qui ont fait cette année 2020, j'accueille avec moi mes fidèles boulimiques de 7e art, Thibaut Ducret. Bonsoir, bonjour Thibaut, salut. Et bonsoir, bonjour Alex. Voilà, bonne année, on se redit bonne année en fait, parce qu'on se l'est dit sur l'épisode année, sur mais Saul. oui, mais on se le dit jamais assez. Émission spéciale, tout ça, je me suis dit on pouvait mettre les formes. Florian Pouplin, salut Flo. Bonjour, bonsoir Alex. Ça Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année aussi, bonne année à toi. Ouais. Super, bon, et bien en tout cas, l'année dont on va vous parler, c'est 2020, donc le top ciné 2020 du Saloon, c'est tout de suite. Dernière nouvelle, il vivait dans le gros pipi. Dans un quoi? Gros pipi. Oh mon Dieu, vivre dans l'urine, c'est affligeant. Avant de commencer, je tenais à vous remercier, vous qui nous écoutez fidèlement sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube et autres, pour l'accueil que vous avez réservé à nos 2 longs formats de fin d'année sur les filmographies de David Fincher et du studio Pixar, accueil chaleureux d'ailleurs. Merci donc à vous pour vos écoutes attentives et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, à mettre des étoiles et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Dans ce top cinéma de l'année 2020, on va d'abord parler brièvement des films qui nous ont déçus, donc de ceux que l'on attendait au tournant mais qui ont fait plouf, avant de passer au beau temps avec un récapitulatif des meilleurs films chroniqués par le Saloon, ou en tout cas des films dont on vous a parlé cette année et que l'on retiendra. Puis on passera ensuite au plus important, à savoir les coups de cœur de chacun, soit nos meilleurs films vus cette année dont on ne vous a pas encore parlé, soit parce qu'on les avait loupés lors de leur sortie, soit parce qu'ils ne se prêtaient pas à un épisode au moment venu. En tout cas, l'occasion est toute trouvée pour réparer tout ça et être sûr qu'on vous aura finalement parlé de tous les films qu'on a aimés, ou presque. Mais avant de parler de tous ces films, en préambule, peut-être un petit bilan, Florian, Thibaut, sur cette année assez inhabituelle quand même qu'on vient de vivre. Quoi penser déjà de la production cinématographique qu'il y a eu en 2020, de tous ces bouleversements et donc du coup de l'incidence sur notre regard qu'on peut avoir sur cette année cinéma écoulée. Thibaut. Et sur les films qui vont se retrouver dans le top. Quoi penser de la production qu'elle a été forcément plus réduite que d'habitude, ou en tout cas que les sorties de l'année ont été assez bouleversées dans les types de films qui ont fait l'actualité du calendrier, etc. C'est-à-dire que fatalement, tous les blockbusters basiquement ont été repoussés. James Bond a ouvert le bal. On a nous-mêmes préparé le terrain avec une série de vodka martini, n'est-ce pas? On se réjouissait, on avait prévu le coup. Et bam, en fait, coronavirus, c'est parti. Sur 16 semaines, mon ami. Voilà, et on espère pouvoir un jour faire la réunion, l'Avengers Endgame des vodka martini et parler tous ensemble de... Ce sera le cas. J'ai oublié son nom du coup. Mourir de No Time to Die, évidemment. Oui. Le titre est tout trouvé. Mais voilà, c'était le début d'une longue période de blockbuster repoussé, on ne sait pas trop quand. Et du coup, l'avantage à côté, c'est que ça a laissé la place, comme on le disait dans
dans notre émission récap des films de l'été. Ça a laissé la place à des plus petits films. Il y a notamment plein de comédies françaises qui ont pu en profiter pour avoir une exposition un peu plus grande que d'habitude. L'ombre des gros films de Hollywood était un peu moins présente cette année, donc ça a permis à certains petits films de sortir leur épingle du jeu. Il y a des petits blockbusters aussi. On se souvient de cet été avec le film avec Gérard Butler. L'inénarrable Greenland, évidemment. Greenland, voilà. On vous encourage tous à revoir. Exactement, Project Power, Unhinged, enfin ce genre de film-là qui finalement... Pour ça a été pas mal. Et puis surtout, ça a été une aubaine pour les plateformes de streaming. Et ce qui est intéressant, c'est que... je ne veux pas monopoliser la parole non plus, mais ça a accéléré une mutation de la production audiovisuelle qui est en cours depuis quelques années et qui ne pouvait qu'arriver. En soi, je pense que c'est faux de dire que l'avènement des plateformes de streaming et de tout ce qui se passe avec Disney+, et la Warner, etc. C'est pas le coronavirus on tendait vers ça de toute façon, mais ça a accéléré cette stratégie des gros studios qui vont plus forcément miser en premier lieu sur la salle de cinéma. Voilà, donc on le rappelle quand même, Disney qui a lancé cette année Disney+, qui a fait un carton. Aujourd'hui, on est quasiment à 90 millions d'abonnés à la plateforme. Ils ont sorti notamment Mulan en exclusivité sur Disney+, donc ils ont boudé les salles à ce moment-là. Ils ont sorti le Pixar Soul à Noël, exclusivement sur la plateforme aussi. Et ils ont annoncé une stratégie pour les années à venir en disant Disney+ sera notre priorité. Voilà, on a notre plateforme, maintenant les salles de cinéma, vous n'êtes plus notre priorité. C'est ça. Et Warner aussi avec HBO Max. Ensuite, effectivement, Warner a décidé de sortir simultanément ses prochains films du calendrier 2021 sur leur plateforme HBO Max et en salle de cinéma, laissant donc, contrairement à Disney, le choix au public d'aller en salle ou de consommer leurs films sur une plateforme. Donc, voilà, ils auront le choix, parce que pour le moment, il faut le rappeler, on ne peut pas y aller, tout simplement. Voilà, de toute façon, les salles de cinéma, c'est pas pour tout de suite. Donc la plateforme, c'est clairement un substitut pour voir. Donc ce qui fait qu'on a vu beaucoup plus de films que d'habitude aussi sur les plateformes de streaming. Et puis il y en a notamment pas mal dont on va vous parler ce soir, qui se retrouvent sur Netflix. Et puis on a pu en voir aussi avec Amazon, avec Apple TV+, et ce genre de plateformes qui ont attiré des films aussi et récupéré. Les films, les sorties directement en vidéo, qu'il a aussi... Oui, les VOD, ouais. Florian, quoi retenir, toi, de ton année cinéma 2020, donc qui s'est passé beaucoup chez nous, devant notre télé? D'un point de vue de spectateur cinéphile, moi, ce qui m'a beaucoup manqué, c'est la salle, évidemment, l'expérience cinématographique, d'être devant un grand écran avec du bon son, surtout, et d'être avec d'autres gens. On sait tous ici qu'on aime le cinéma aussi parce que c'est quelque chose de collectif et que c'est grand. C'est plus grand que nous, et ça a vraiment manqué, parce que voir un film... Donc l'immersion dans un film aussi. Exactement, ouais. Typiquement, il y a des films que j'ai vus où je m'étais dit, putain, celui-là au cinéma, ça aurait été mieux. Ce que j'ai apprécié, par contre, c'est que moi qui ne suis pas très friand de blockbusters ou de films à grand spectacle, j'ai vu que l'offre était moindre. Parce que d'habitude, j'ai beaucoup de mal à faire un choix. Parce avant le coronavirus, il y avait un choix de films, en Suisse en tout cas, et encore plus en France, assez énorme. Et chaque semaine, je devais faire des priorités et je ratais toujours des films que j'avais envie de voir, ou que je me disais que peut-être j'allais aller voir parce que j'étais juste... Et parce qu'ils restaient pas très souvent en salle, quoi. Ils faisaient une semaine ou 2 semaines d'exploitation pour les films qui t'intéressent. Et vu que j'aime les films un peu chiants et un peu étrangers, c'était les premiers à partir, donc évidemment... Voilà. Donc là, c'est vrai que cet été, dès que les salles ont rouvert, je me suis un peu précipité. Il n'y avait pas un choix exceptionnel, mais j'ai réussi à rattraper des films dont on va parler, dont un que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, au-delà de ça... je ferais peut-être l'avocat du diable pour certaines plateformes de streaming, ou en tout cas pour certains services de VOD, puisque j'ai eu le temps en fait de faire mon choix dans les films, puisqu'il y en avait moins en tant que spectateur, j'ai pu entendre parler d'autres films qui n'allaient pas sortir, ou qui normalement ne seraient pas sortis en Suisse, en tout cas, peut-être en France, parce qu'ils ont une politique différente avec les films d'art et essai. Et je suis allé découvrir des choses en VOD que je n'aurais sûrement pas vu en salle parce qu'ils ne seraient pas sortis en Suisse. Et j'ai découvert quelques trucs, mais donc là je parle de films en dehors de Disney+ et de Netflix. Bien sûr, oui. Et donc j'ai été agréablement surpris par de la production que je ne connaissais pas, tout simplement, parce que les auteurs de ces films n'étaient pas assez bankable pour sortir en Suisse. Donc dans le malheur, j'ai quand même quand même trouvé des choses un peu. Donc c'était quand même une année chamboulée, mais la perte des blockbusters
en tant que spectateur, encore une fois, ne m'a pas fait de mal. Ouais. Mais c'est clair que d'un point de vue industriel et du circuit des salles, j'espère que quand elles vont rouvrir, il va quand même y avoir des solutions et que le public de niche sera toujours là parce que c'est finalement sur eux que je pense les exploitants se basent, enfin que les gens qui aiment la salle retourneront en salle. En tout cas, gros soutien à tous les travailleurs de cette industrie, de cette profession qui sont fortement touchés par déjà la crise du coronavirus et puis qui vont continuer à être touchés par la transition ou la révolution qu'on est en train de vivre avec justement les orientations de ces studios. Il y avait aussi du coup donc moins de films proposés, ce qui fait qu'on disait il y a des films qui ont pu tirer leur épingle du jeu, déjà peut-être des plus petites productions ou des films d'auteur ou des films étrangers auxquels on ne se serait peut-être pas intéressé. Et puis même, voilà, on parlait, Thibaut, des mini-blockbusters qui ont fait l'été, pour reprendre cet exemple de Greenland, qui au final est un film tout à fait honnête et puis qui... Chef d'œuvre, je crois qu'on peut le dire. Non, mais qui passe très bien un très bon film du samedi soirée, soir. Exactement. Typiquement, c'est le genre de film, moi je me dis, s'il était sorti en 2019, je pense que j'en aurais eu, mais rien à péter, je l'aurais même pas regardé. Il avait fallu, comme disait Florian, choisir dans une grosse proposition comme en temps normal, effectivement, je pense que celui-ci serait passé à la trappe. En revanche, le fait qu'il y ait eu beaucoup moins de films, beaucoup moins de propositions, de productions qui sortent sur les écrans, ça a une influence justement sur le top qu'on fait chaque année et puis sur les films qu'on retient. Vous allez le voir là avec les films dont on va vous parler. Et c'est vrai que ça chamboule tout. C'est-à-dire que déjà, peut-être qu'il y a clairement moins de Hollywood, moins de blockbusters, moins de grosses productions comme ça, parce qu'il n'y en a pas eu quasiment. Et puis aussi justement des films qui se retrouvent en top. Alors que peut-être que dans une autre année où il y aurait eu beaucoup plus de productions, ça aurait peut-être été des films qui n'y auraient pas figuré. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur place justement pour être des films à retenir. Mais ce qui fait que moi, typiquement, je ne sais pas vous, mais j'ai eu beaucoup de facilité cette année à choisir les films que j'allais mettre dans un top 10. Alors que d'autres années, je pense notamment aux 2 dernières années, 2018-2019, où faire des choix, c'était assez drastique et assez compliqué. Là, franchement, les 10 films que je retiens cette année, pour moi, c'était une évidence, quoi. C'est-à-dire que vu que les salles étaient fermées et qu'on n'avait peut-être pas encore l'habitude de la VOD ou que les propositions sur Netflix n'étaient pas non plus toujours folles, on s'est rabattu sur nos piles de Blu-ray et DVD qui, du coup, pour la majorité, n'entraient pas du tout dans le top. Donc, je pense qu'on a regardé autant de films qu'avant, mais comme tu dis que les films de cette année-là, il y en avait peu. Moi, oui, j'ai eu très peu de difficultés comparé à certaines années où toujours il y en a un ou deux où je suis sûr, et puis le reste, je suis là, ouh. Ouais. Voilà, là, c'était un peu beaucoup plus évident, beaucoup plus facile à faire. Et t'en parles, c'est très juste, c'est que ça nous a donné aussi l'opportunité cette année. Moi, je pense que j'ai jamais vu. Ouais. Alors ça, c'est clair. Mais je pense, c'est vrai que j'ai jamais vu autant de films qu'en 2020, mais j'ai jamais autant profité d'avoir du temps pour rattraper du classique, voir des vieux films ou revoir des vieux films. Ça, c'est vrai que c'était aussi quelque chose d'agréable pour un cinéphile, on va dire. C'est ça, pour ça, c'était pas plus mal, parce qu'en temps normal, on est constamment à courir déjà pour se tenir à jour des sorties actuelles. Et à côté de ça, évidemment, qu'on a aussi la curiosité de voir ce qui s'est fait avant cette année-là. Donc, pour ça, c'était un avantage. Effectivement, on a pu un peu plus faire du rattrapage. Surtout que les éditeurs DVD Blu-ray français, ayant aussi connu des difficultés financières à cause du Covid, ont fait des braderies. Donc, je vous raconte pas le porte-monnaie et les piles qui ont augmenté, mais je pense que vous-même, vous savez. Donc, la pile n'a pas baissé cette année. Il a fallu être très raisonnable. C'était pas facile. Très raisonnable. Mais une belle année tout de même, avec pas mal de films à retenir dont on va vous parler. On vous parlera de 2021, enfin de la suite, de comment on voit l'avenir en fait du cinéma et puis peut-être des salles de cinéma en fin d'émission, et puis de nos plus grosses attentes peut-être aussi en termes de films pour 2021. Mais passons donc au top 2020, entrons dans le vif du sujet. Alors avant de parler des bons films, de ceux qu'on retient, on va parler peut-être très rapidement, les amis, des films qui nous ont déçus. Donc ce n'est pas un flop, puisqu'on ne va pas vous parler de mauvais films nécessairement, mais en tout cas, mais de films qu'on attendait, qui nous ont déçus. Thibaut, puisque tu prends le micro, mince. Toi, par exemple, je sais que tu attendais énormément Bob l'éponge.
Ah, tu lances sur celui-ci en premier, ouais. très bien. Moi, j'étais parti sur la Première Guerre mondiale d'abord, mais allons-y pour les fonds marins. Chaque chose en son temps. Oui, très bien. Mais oui, parce que comme tu le suggères sur un ton parfaitement moqueur, moi j'attendais effectivement énormément le nouveau film Bob Peut te le l'éponge, dire. le troisième film Bob l'éponge, adapté de la fameuse série animée, parce qu'à la base, la franchise Bob l'éponge, j'en perds mes mots, et ben c'est vachement bien, figure-toi. Ah. Oui. Parce que c'est pas, comme on a tendance à le croire, un simple dessin animé pour enfants, mais un cartoon complètement allumé qui est génialement absurde, hyper inventif, avec 1000 idées visuelles à la seconde, qui encourage à rester bête, c'est très important, C'est à vrai. rester bête, mais sainement bête, et surtout à cultiver l'imaginaire, la créativité, etc. Enfin, c'est vraiment un film une franchise qui dépasse le simple cadre auquel on a tendance à la restreindre. Et celui-là qui est arrivé sur Netflix, Alors, c'est ça, il n'a parce rien que- de tout ça. Non, parce qu'il y avait d'abord eu un premier film en 2004, un excellent film, avec un excellent caméo de David Hasselhoff, avant que ce soit cool d'ailleurs. À ce niveau-là, Marvel n'a rien inventé. Il y avait une très chouette suite aussi de ce film en 2015, qui expérimentait un peu l'animation 3D en plus de l'animation traditionnelle. Et donc j'attendais ce nouveau film qui promettait aussi quelque chose d'intéressant, parce qu'on change encore de style. Ce coup-ci, c'était un film d'animation entièrement en 3D, justement. Et c'est effectivement un gros échec, parce que, bon, ça fait, faut l'avouer, quelques années que la franchise est un peu en perte de vitesse. Le créateur est décédé depuis quelques années, et à la suite de ça, la série a vraiment baissé en qualité. Et ici, avec ce film, la franchise s'est définitivement normalisée, puisqu'on a un film hyper aseptisé. L'humour génialement crétin de la franchise à la base a complètement disparu. Ce qui est assez révélateur, justement, c'est les caméos. Comme je disais, dans le premier film, on avait David Hasselhoff qui apparaissait à la fin, et c'était génialement exploité. C'était pas encore la période où on faisait apparaître David Hasselhoff un peu partout parce que c'est rigolo. Là, on a des caméos, et on a Keanu Reeves, Snoop Dogg, donc des trucs hyper attendus et hyper éculés en termes de caméos, et c'est assez caractéristique d'un film qui est très 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 racoleur. Et d'ailleurs, en vrai, c'est juste une énorme publicité pour une série spin-off qui va bientôt arriver et qui racontera la jeunesse de Bob l'éponge et de ses amis, n'est-ce pas ? Et qui a l'air aussi pertinente que la série que prépare Disney+ sur le chien de là-haut. Donc voilà, au final, Bob l'éponge, c'était bien, mais avec ce film, je crois que c'est malheureusement définitivement mort et enterré. Ah et ça là a été là un des plus gros crève-cœurs de l'année. Voilà. Bon, Thibaut, t'auras enfin pu en parler. Oui, non, mais j'avais besoin de partager cette douleur. T'avais besoin d'exorciser ça, quoi. J'espère que ça m'aidera à faire le deuil, mais oui, c'était le coronavirus. À Mais côté, on le c'était sent rien. habité, hein, Florian, quand même, là. On sent Bob l'éponge, C'est ça. un peu triste. Ouais. C'est une partie importante de moi-même C'est vrai qui est que morte cette année. T'étais déçu, parce qu'on se disait, Mais bon, oui. est-ce qu'on en fait un épisode ou pas quand il est sorti? Tu l'as J'étais vu, t'as chaud à dit y non, mais consacrer là, les un gars, shot tout du mois. Mais c'est non. nul, quoi. On va pas en parler. Et ben Voilà. voilà, il se retrouve ici dans ce top On 2020. pourrait faire un long format sur Bob l'éponge. Ah ouais. Un pourquoi jour. pas. Un jour peut-être. Florian, mon cher ami, toi, parmi tes déceptions, Oui. il y a, et je te comprends, Mon cousin de Yann Kounen, avec Je l'aime bien pourtant mon cousin, mais là il Ouais. n'a pas. Non. non, Il m'a comédie donc Ouais. française avec Vincent Oui. Lindon et François Damiens. On l'attendait pourquoi? Pour Yann Kounen, justement. Ah bah oui, parce que ça faisait genre 7 ans qu'il avait rien fait de fiction. En 2013, il avait fait Le vol des cigognes, un téléfilm de 3 heures pour Canal+. Il avait fait deux documentaires entre-temps. Mais c'est vrai que ça faisait donc 7 ans qu'à la fiction, il n'avait rien fait. Et puis, c'est quand même le mec qui a fait Doberman, qui a fait 99 francs, des films assez qui ont marqué Et fou. notre adolescence, Et avec Punk. une mise en scène, voilà. Mm. Punk est complètement folle, très novatrice et enragée et tout ça. Et alors là, il est rentré dans le système puisqu'il nous sert une comédie française, un buddy movie très classique, très téléphoné, très bon sentiment. Ça encore, ça aurait pu aller, tu vois, mais la mise en scène est complètement d'un basique, d'une tristesse. Enfin, c'est-à-dire que son nom serait Et pas les au blagues générique. aussi. Hein. Oui, enfin voilà, même Le le scénario, voilà, tout. et même les acteurs, qui sont de très bons acteurs en soi, mais là ça ne marche pas. Il y a vraiment, c'est vraiment un ratage total, et surtout moi j'avais déjà un peu peur avant, puisqu'évidemment quand tu vois Kounen annoncer un truc avec une bande-annonce qui est, qui est assez, C'est un peu comme moyenne. quand tu vois Fred Cavaillé qui fait Radin avec Danny Boone, quoi. Voilà, c'est un peu, C'est c'est un un peu le même auteur qui modèle, avait une quoi. patte et qui se. Mais tu pouvais qui quand même rentre te dire que tu allais peut-être retrouver quelques trucs, mais rien du tout. Mm. Et même en tant que comédie française, même si on enlève l'attente qu'on avait sur Yann Kounen,
c'est pas ouf, quoi. Non, Ça rentre dans les clous, c'est très... ça file droit, puis il y a quelques blagues drôles, mais c'est vraiment difficile. On se demande ce qu'il est allé faire Je me dans cette rappelle galère, que- en fait. il avait besoin de sous, je pense. Bah, Qu'est-ce que je tu pense, veux que... Parce qu'on peut comprendre pour Lindon, parce que Lindon, c'était justement sa volonté de changer un peu du drame social engagé, etc., qui lui colle un peu au Alors basque. que Damien, était plutôt bien dans cette perspective de Tout rôle. à fait. Et donc là, Lindon, c'était justement de faire une comédie un peu légère pour les familles, etc. Mais malheureusement, C'est ce que c'est, puis raté. malheureusement, c'est pas, voilà, ça ne va pas au-dessus du panier du genre de la comédie française. Donc voilà, on espère que son prochain projet, peut-être qu'il y en a un sous le coude qu'il a du mal à financer, comme énormément de réalisateurs français talentueux. Ouais. Donc on espère qu'il nous reviendra avec quelque chose de plus fou et de plus prometteur. Enfin, voilà. Absolument. Et puis c'était bien aussi de Et il était sorti pouvoir en salle, lui. Oui, pendant sorti quelques en salle. semaines, il avait réussi à sortir en salle. Et enfin, du coup, on en dit un mot parce que pareil, on voulait lui consacrer un épisode et on avait tellement pas aimé que effectivement, on s'est dit qu'on allait s'abstenir. Là aussi, on a eu l'occasion d'en parler. En revanche, les deux déceptions, parce que oui, je vais faire une pierre deux coups le pour mec, mes il fait ses déceptions. deux d'un coup. Monsieur est gourmand. Bah oui, parce que vous allez voir, je les recoupe. Donc ces deux films-là dont je vais vous parler très très rapidement, parce qu'on a déjà consacré des très longs épisodes sur ces films, eh bien, ces deux déceptions viennent de deux cinéastes qui sont très très chers à mon cœur et auxquels on a consacré à chacun des longs formats cette année, respectivement donc Christopher Nolan Et Fabien Antoniente. Non, pardon. réalisateur de camping, hein, c'est ça. Absolument. Génial. Qui fait une série, je crois, en ce Dans moment, un truc, non, ou un film, non, un nouveau film. Je ne avec, veux pas savoir. D'accord, bon, très bien. Et donc, du coup, deux cinéastes chers à mon cœur, Christopher Nolan et David Fincher, qui ont chacun sorti un film que j'attendais énormément. Ces deux films-là, je les attendais. Tenet, donc cet été pour Christopher Nolan, dont on a parlé en long et en large, le fameux blockbuster qui devait sauver les salles du naufrage. Et puis... Mank, débarqué donc en décembre sur Netflix pour David Fincher, film en noir et blanc avec un Gary Oldman qui incarne donc le scénariste de Citizen Kane, film en noir et blanc donc sorti sur Netflix. Et du coup, ces deux cinéastes, je les adore et je pense que si vous avez écouté nos deux émissions spéciales qui leur sont consacrées, eh bien vous savez à quel point je les porte dans mon cœur, ce qui fait que la déception était à cette hauteur-là. Pour Tenet, eh bien c'est tout simplement que j'avais l'impression de voir un film qui accumulait en fait tous les clichés que les haters de Nolan citent d'habitude, à savoir c'est un film avec un concept, mais qui se veut trop intellectuel pour ce qu'il n'est, qui se prend pour quelque chose de trop intelligent pour ce qu'il n'est, et puis qui oublie en fait de faire du vrai spectacle et de la mise en scène. Et ça, c'est mon gros problème avec Tenet. Et puis sur Mank, eh bien, c'est que j'avais l'impression de voir une coquille vide assez fétichiste qui draguait un peu le cinéphile qui aime les années 30 et puis qui était féru de savoir tous les dessous de Citizen Kane, mais qui n'arrivait pas à me procurer d'émotion sur la figure de Herman Mankiewicz. Oui, c'est ça. Le scénariste donc qu'incarnait Gary Oldman. Donc deux grosses déceptions. D'un côté, Christopher Nolan qui n'arrive pas à faire, à être à la hauteur de ses ambitions sur son film, et de l'autre David Fincher qui pour moi a fait un peu un caprice de cinéaste sur Netflix, qui lui a donné carte blanche pour réaliser son film maudit depuis 20 ans, enfin qu'il voulait faire depuis même 25 ans il me semble. Donc voilà, je sais que... Bon, Tenet, on sera d'accord. Oui. En revanche, oui, hein, Thibaut. Oui, je crois qu'on est, Oui. qu'on est plutôt d'accord. En revanche, effectivement, Mank, Ouais. l'épisode en parle très bien. Je crois qu'on est... nos avis divergent. Moi, je trouve que c'est un excellent film. Depuis d'ailleurs, moi et puis Alex, on ne se parle plus hors antenne. Hein. Je tiens à On se préciser. déteste. On se jette des cailloux dès qu'on se voit, en fait. Même on se crache dessus. Non, mais préciser une dernière chose sur ces deux films, c'est que ce ne sont pas des mauvais films, quand même, il faut le dire, mais ce sont donc vraiment des déceptions, étant donné les attentes que j'en avais. Une autre déception pour toi, mon cher Titi, c'est donc la Première Guerre mondiale, sortie au tout début de l'année, c'est 1917, de Sam Mendes, donc film Oui. que tu attendais.
Oui, que j'attendais, alors pas en attendant absolument un chef-d'œuvre, parce que Sam Mendes, c'est un cinéaste à qui je trouve des limites, mais j'étais quand même curieux de voir ce projet de Sam Mendes qui proposait de nous faire suivre 2 soldats au cœur des tranchées de la Première Guerre mondiale en un seul plan séquence. Donc il nous disait, je vais vous immerger complètement dans ce conflit. Et alors moi, de base, j'ai plutôt une fascination pour la technique du plan séquence. Enfin, je trouve que bien utilisé, et ça c'est très important, ça peut être quelque chose de particulièrement impressionnant. J'ai malgré tout une petite sympathie pour Sam Mendes, même si j'ai un petit peu une méfiance depuis Spectre, qui est tout à fait raté, je trouve. Mais malgré tout, voilà, le projet était assez excitant et j'avais plutôt envie d'y croire. Et au final, c'était une énorme déception parce que je trouve que le film est complètement vampirisé par son désir de performance. Voilà, je fais un film en un seul plan séquence. Et sous prétexte d'un récit simple et prétendument immersif, justement, il oublie de raconter une vraie histoire, de construire des personnages, et surtout, il parvient pas du tout à justifier tout du long son principe de plan-séquence. D'ailleurs, il ne le tient pas jusqu'au bout parce qu'il triche à quelques moments avec un écran noir et une ellipse. Et moi, j'ai fini par rester complètement extérieur au truc, donc l'immersion, merci bien, au revoir. Et ça m'a rappelé en fait les propos d'Alfonso Cuarón sur Gravity, et où on lui disait « Oui, mais alors vous êtes parti sur un truc... sans son parce qu'on est dans l'espace, mais pourtant il y a énormément de musique sur votre film. Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt fallu faire un film muet ?» Et Cuarón disait pour ressentir justement le silence, il faut quand même à certains moments qu'il y ait de la musique. Et là c'est pareil, et il appliquait d'ailleurs ce principe, Cuarón, au plan séquence. Il y avait énormément de plans séquences dans Gravity, mais pas tout du long, et ça permettait de ressentir d'autant plus les instants où les plans duraient longtemps, quand c'était justement cuté. Et là c'est tout ce que ne comprend pas Sam Mendes, qui fait un film en un seul plan séquence, mais à force en fait ça perd complètement de son intérêt. Et moi ça me laisse carrément sceptique sur la suite de carrière de Mendes, qui est un cinéaste qui commence, j'ai l'impression, à embrasser complètement sa figure d'auteur de blockbuster, et où il faut constamment mettre en avant, oui, je fais un plan séquence, je fais ci, je fais ça, et on oublie de faire du cinéma, de raconter une histoire. Surtout que c'est vrai que tu disais depuis Spectre, parce qu'on le rappelle quand même, Skyfall est un très grand film, un très grand James Bond, et puis Spectre, on pouvait se dire, tu vois, Sam Mendes s'est un peu égaré parce que peut-être qu'il s'est fait un peu broyer par la grosse machine, la grosse production, peut-être qu'il n'avait pas vraiment envie de le faire, mais qu'on l'a finalement engagé. Donc on aurait pu se dire, c'est peut-être une erreur de parcours. Mais là, effectivement, avec 1917, qui est vraiment un projet qu'il a porté à bout de bras et auquel il tenait énormément. Personnel. Exactement. Là, c'est sûr que, comme tu dis, la question se pose sur la suite de carrière de ce monsieur que moi, personnellement, et toi aussi, j'imagine, on apprécie. Je pense que malheureusement... qu'il a eu des prix et qu'il a bien marché au box-office en 1917. Donc il y a des chances qu'il ait à nouveau toute liberté d'action pour faire la suite. Et s'il s'enfonce, comme dit Thibaut, dans son fantasme d'auteur hollywoodien, ça va peut-être faire un Tenet. C'est ça, je pense que il va peut-être en arriver là. Alors rappelez-vous, il est peut-être presque déjà. Alors rappelez-vous, si vous êtes fidèle au poste, fidèle au saloon, et que vous avez écouté tous nos épisodes, vous avez certainement écouté notre épisode consacré à 1917, donc sorti en janvier. Souvenez-vous, dans le temps, Florian était le défenseur de 1917. Mais encore Florian, tu as encore retourné ta veste. Qu'est-ce qui se passe ? Alors moi, 1917, quand j'étais sorti de la salle, vraiment, j'avais été... Alors moi, l'immersion avait complètement fonctionné avec moi. Vraiment, ça m'avait fait le même effet qu'avec le film de Nolan avant Tenet, j'ai un trou... Dunkerque. Oui. Voilà, ça m'avait fait le même effet que Dunkerque. Et c'est vrai que sur le moment, vu qu'on avait enregistré l'émission, je crois, le jour d'après ou le soir même, j'étais complètement... c'est vraiment trop estomaqué. Bien. Estomaqué. Exactement. Non, vraiment, ça m'avait fait... J'avais eu une réaction physique. Enfin, tu vois, quand tu te dis, tu t'accroches à ton siège, là, ça m'était vraiment arrivé. J'étais un peu... Et c'est vrai que c'est après, quand je décante, mais moi, j'ai besoin de temps. Tu sais, j'ai pas 25 ans, là, comme vous tous. J'ai besoin de temps pour que ça décante. Et puis, c'est vrai que, je l'ai pas encore revu, mais j'ai peur de le revoir. Ouais. Parce que j'imagine que cet effet, c'est ça. J'imagine que cet effet que j'ai eu le premier coup ne réapparaîtra pas lors d'une seconde vision. Mais en tout cas, l'avis que j'avais lors de notre émission, où d'ailleurs j'étais contre Thibaut, je faisais que de parler pour pas qu'il parle, parce que je voulais avoir raison. Je me rappelle bien. Bravo. T'étais déjà chiant. Bon là, tu vas être chiant aussi parce que la dernière déception qu'on va citer, c'est la tienne. C'est Spike Lee qui t'a déçu. Alors que moi, j'en fais pas la première fois qu'il me déçu. Moi, c'est un film que j'ai bien aimé, figure-toi. Mais j'aimerais t'entendre. Pourquoi Da Five Bloods, c'est pas bien. Alors, je l'ai bien aimé. Encore une fois, c'est comme toi quand tu parles de tes films, c'est que c'est
Voilà, déception. C'est-à-dire qu'il s'empare du film de guerre de Vietnam, qui est un genre quand même assez éculé dans le cinéma américain, puisque voilà, Kubrick y est allé, Coppola, enfin tous les grands ici ont un petit peu passé, Stone aussi. Puis là, il cite clairement Apocalypse Now. Hein, aussi, ouais, un peu trop d'ailleurs. Bien présent. Le problème de ce film, c'est qu'il est trop appuyé sur tous les niveaux, je trouve. C'est-à-dire que dans sa réappropriation du genre, en fait, c'est un mauvais mot, puisqu'il ne se le réapproprie pas, il enchaîne juste les stéréotypes du film de guerre du Vietnam. J'ai même pas l'impression qu'il se soit vraiment documenté ou qu'il ait essayé d'apporter quelque chose de nouveau à ce genre-là. On sent vraiment que c'est nourri de tous les autres films qui ont été faits avant, mais qu'il n'y apporte rien. Les personnages, je les trouve très très caricaturaux. La volonté, c'est de montrer les personnages afro-américains au cœur de la guerre du Vietnam. Film, voilà. Excuse-moi, j'étais parti sur l'analyse directe. On en a déjà parlé. Mais oui, voilà. Allez écouter l'émission avec Pascal. Donc voilà, ça déjà, je m'attendais à ce qu'il arrive comme il avait fait avec le film de braquage quelques années avant, où il avait vraiment repris ce genre, voilà, et il en avait vraiment fait un truc super. Complet, ouais. Et ben là, ça ne marche pas. Et encore une fois, depuis quelques années, je trouve que Spike Lee a toujours le même message. Ça, c'est évident, parce que c'est un problème qui est récurrent aux États-Unis, le problème des races et de la violence liée à ça. Mais c'est de plus en plus appuyé, c'est de moins en moins subtil, moins en moins intelligent, c'est du forcing, qu'on l'avait déjà vu dans Black Klansman, à la fin, avec ces fameuses images d'archives, comme si on n'avait pas compris, tu vois, que... Contrairement à la finesse qu'il avait à ses débuts, en fait. Putain, c'est ça que tu et reproches. surtout qu'avant de revoir Da Five Blood, je m'étais refait au moins une dizaine de ses films, dont ses premiers, et là, je voyais vraiment une grosse différence. Enfin, entre Do the Right Thing, Malcolm X, ou Mo Betters Blues, ou plein d'autres, enfin, tu vois, jusqu'au début des années 2000. Et je m'attendais que là, il allait revenir, tu vois. En plus, c'est un film de guerre, tout ça. Bref. Et donc, non, ça n'a pas marché. Il y a quand même quelques moments de bravoure. Je trouve qu'il y a un humour assez cool avec le groupe de Blancs qui sont de l'organisation non gouvernementale, avec Mélanie Thierry et cet acteur dont je ne me rappelle jamais le nom, mais qui est dans le Eastwood, là. Paul Walter Hauser. Oui, merci. Joli. Voilà. Il y a ce groupe qui est assez drôle, et il y a aussi tout un passage dans La Jungle où le personnage de Paul, qui est le personnage principal joué par Delroy... je ne sais plus son nom. Moi non plus, mais je peux plus t'aider. Où il se retrouve seul vraiment à devenir fou, où là je trouve que la mise en scène de Spike Lee prend une autre dimension et il se passe un truc, mais c'est juste sur 10 minutes. Voilà. Et donc déception, mais ça reste quand même un bon film. Il est sur Netflix. Oui. C'est aussi le premier film de Spike Lee à présenté à se retrouver sur Netflix. Donc voilà, c'est pas un... Mais c'est vrai que je te rejoins, c'est un film un peu... alors déjà sur la subtilité, et puis c'est un film un peu foutraque aussi, mais moi c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'il tente énormément de choses. C'est vrai. C'est un peu le bordel, et en même temps il y a de l'inventivité partout. Et en termes de format aussi, il tente plusieurs choses, le 16/9, le 4/3, etc. Toi aussi t'aimes bien? Oui, moi j'aime plutôt bien. J'ai été aussi, comme beaucoup de monde, un peu déçu parce que j'en attendais un peu plus également. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes et qui valent le coup de... Alors donc faites-vous votre propre avis, voilà. Absolument. Sur Netflix, donc Da Five Bloods. Thibaut, puisque tu as le micro en main, tu vas nous parler un peu plus de positif. Oui, on va rentrer dans le top du saloon. Alors, on va vous dire, on va pas faire un top, le 10, le 9, le 8 jusqu'au premier. On va pas classer les films dont on va vous parler. Et puis, ça ne représente pas exactement tous les meilleurs films. Mais ce sont les films qu'on a chroniqués cette année, pour lesquels on a consacré un épisode, que l'on va retenir. Donc, on en a choisi 6, donc 2 chacun, pour vous dire quels sont les films chroniqués du Saloon, qui sont les meilleurs films qu'on a vus cette année, en tout cas. Thibaut, on va commencer peut-être avec un film assez récent, réalisé par Albert Dupontel, Adieu les cons, qui n'a eu qu'une semaine d'exploitation, malheureusement. C'est sorti à la fin octobre. Destin bien triste. Voilà, les salles fermées à nouveau en novembre, et donc du coup, le film avait quand même, il faut le préciser, en France, 400 000 entrées en une semaine. Donc, gros il commençait succès. à vraiment redémarrer. Enfin, les gens revenaient et ça partait très très bien jusqu'à ce que son exploitation soit coupée net. Quoi. Et là, on ne sait pas quand est-ce que ce film va pouvoir revenir en salle, parce qu'on attend de savoir quand les salles, que ce soit en France ou en Suisse, puissent réouvrir pour pouvoir savourer Adieu les cons. Et Dieu sait que, il faudra y aller, quoi.
Oui, clairement, parce que c'est clair que ce destin, il est d'autant plus dommage que c'est vraiment un film qui faisait du bien en cette période. Enfin, moi, c'était vraiment le film dont on avait besoin, je pense, pour la fin de l'année, parce qu'on a affaire à une comédie noire qui est à la fois cynique et très tendre, sur un trio de personnages hyper attachants. Donc l'héroïne Virginie Efira qui part à la recherche de son enfant abandonné, épaulée par Albert Dupontel et Nicolas Marié, un fidèle compère de Dupontel, qui trouve là, je pense, un de ses meilleurs rôles. Et donc on suit ce trio, comme je disais, hyper attachant, qui sont des laissés pour compte, qui partent à l'aventure et qui vont affronter, comme le titre l'indique, l'absurdité du monde moderne. Et on a vraiment une histoire aussi drôle que touchante, qui prouve que Dupontel, il sait être génialement méchant envers ses contemporains et à la fois très délicat. Moi, je me souviens encore de cette très belle scène dans la voiture dont on parlait dans l'épisode qu'on avait consacré au film, avec le personnage de Nicolas Marié qui décrit son environnement d'avant, quand il avait la vue à Virginie Efira. Enfin, voilà, ce genre de scène qui est très touchante, très belle, et à la fois une espèce de hargne et de colère de Dupontel qui fait toujours du bien, et du coup on a un équilibre vraiment très bien, vraiment parfait, je trouve, entre le rire noir et la douceur, et c'est un film qui faisait beaucoup de bien, et j'espère que voilà, ça fera bizarre, je sais pas quand les salles pourront rouvrir, ce sera peut-être étrange de le voir ressortir en salle, je sais pas à quel point il pourra avoir une deuxième exploitation, mais en tout cas c'est vraiment dommage ce qui lui est arrivé, et j'espère qu'il pourra avoir une suite, quoi. Exactement. On va pas s'étendre là-dessus parce qu'on était d'ailleurs tous les trois lors de ce débat qu'on a consacré à Adieu les cons fin octobre. Donc on vous invite à aller l'écouter. On va parler avec toi, Florian. Oui. J'aimerais juste dire un truc. Je me suis gouré avant dans l'actrice qui joue dans Da Five Blood. C'est pas Mélanie Laurent, c'est Mélanie Thierry. Non, tu avais dit Mélanie Thierry. Ah, ouais. J'ai eu peur. Sinon, j'aurais fait des cauchemars cette nuit, excusez-moi. Mélanie Laurent qui serait venue hanter tes rêves. Ouais, parce que ça, je m'en serais rappelé si j'étais dans un Spike Lee. Attention, elle tue Hitler dans ses rêves, quand même. Oui, c'est vrai. Faut faire gaffe. Excuse-moi, Alex, continue. Non, t'inquiète pas. Florian, tu gardes la parole puisque tu vas nous parler d'un autre top du Saloon, une autre comédie, mais cette fois-ci américaine, qui est sortie donc cet été. Et là, typiquement, qui est le film. Alors, je pense pas qu'il ait eu un gros succès en salle, mais en tout cas, qui est un film qui a pu tirer son épingle du jeu d'une période, début août, rappelez-vous, où il n'y avait que très 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 peu de films, donc qui a pu sortir à ce moment-là, c'est The Climb de Michael Angelo Covino. Alors c'est drôle parce que Thibaut et Florian me regardent froncer les sourcils. Je savais plus de quel film il parlait. C'est pour ça. Quel film il va parler, mais c'est vrai, tu vois, tu te souvenais plus. Moi, j'avais pas noté la liste. Eh bien, on était tous les deux, Thibaut, à servir un shot pour crier notre amour pour cette comédie sur deux potes qui font du vélo, et puis il se passe plein d'autres choses. Mais parce Florian, tu n'avais pas eu l'occasion d'en parler. Que je crois qu'il était passé au vif l'année passée. C'est ça. Enfin, l'année passée. Oui. Et donc, il sortait assez tardivement, puisque c'était presque un an après. Il devait sortir au printemps à la base, voilà. Et du coup, il a été décalé. Et finalement, alors moi, j'étais bien content qu'il ressorte, parce que je suis pu aller le voir, et ça m'aurait fait chier de passer à côté. Parce qu'en effet, ça a été il est dans mon top 3 2020. Je l'ai trouvé de tes absolument parfait. Notamment, d'abord, d'un point de vue technique, je vais commencer par ça, parce que c'est ça qui m'a assez bluffé pour, dans une comédie, l'utilisation du plan séquence. J'ai rarement vu cette technique aussi bien utilisée sans aucune fioriture. Va te rhabiller Sam Mendes, là. C'est ça. Alors là, du coup, oui. Je l'ai même écrit là. Et puis je l'ai oublié. Merci Thibaut. Toujours là pour ça. Et voilà, donc donc le film est composé de plusieurs tableaux séparés par des ellipses temporelles, ce qui d'ailleurs narrativement est très original et très intéressant. Et chaque scène, en fait, est un plan séquence. Mais toujours utilisé, jamais trop démonstratif, toujours très, très. C'est-à-dire c'est qu'au bout d'un certain temps qu'on se dit mais il y a eu une coupe là. Non, voilà. Les plans séquences sont utilisés de manière très très maligne, très très intelligente pour voir absolument tout ce qui se passe et donner une impression surtout d'être présent avec les deux comédiens, puisque pour faire vite, je vais quand même pitcher le film. Bien sûr. C'est l'histoire de deux amis qui vont passer par plusieurs par de la trahison, ils vont se rabibocher, après il va se passer d'autres trucs, enfin voilà, c'est vraiment l'amitié dans tous ses hauts et dans tous ses bas. Donc c'est un très beau film sur l'amitié, et où on va suivre donc toutes ces péripéties à différentes étapes de leur vie, grâce à ces plans séquences qui, je trouve, encore une fois, donc ça c'était un des premiers trucs qui m'avait bluffé, déjà l'utilisation, et de deux, utiliser des plans séquences comme ça dans une comédie, ce qui est assez rare parce que souvent c'est
réservé aux grands films à spectacle avec des réalisateurs qui savent ce qu'ils font. Voyons. Non, mais tu vois, Film de guerre, bah oui. non, mais genre Orson Grande Welles, comédie. genre Oui, oui. des gars comme ça. Moi, Michelangelo Covino, j'en avais jamais entendu Bah, parler c'est son avant ce premier film. film. En plus. Voilà. Ouais, c'est vrai que pour d'une ça. manière générale, on a Donc, tendance le mec, à il penser est- que la comédie, il n'y a pas besoin de vraiment de mise en scène. Quoi. Voilà. C'est plus l'écriture qui prime, alors que pas du tout. Bah, t'as vu combien font d'entrée la bande à Fifi? Attends. Je n'osais les citer. Mais donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que c'est un film qui m'a tellement touché et qui m'a tellement surpris en bien tout le long du film, ce qui est aussi quelque chose de rare, qu'à part dire que c'est presque un film parfait dans ce qu'il veut raconter, de comment il le raconte, de comment il est joué et comment il est écrit aussi, puisque les deux ont coécrit le film, les deux comédiens, et sont, à mon avis, potes depuis un bail eux-mêmes. Ils ont fait du stand-up, enfin bref, ils ont toute une longue histoire ensemble et ça se ressent. Et voilà, Oui, c'est très touchant aussi. c'est quoi. très touchant. Vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément plu, énormément Gros coup de touché. cœur. Donc, c'est dommage qu'il ait pas eu, il a pu tirer un peu son épingle du jeu, mais je crois quand même qu'il est passé à côté de beaucoup Oui, du bon. public qu'il aurait pu avoir. Mais Oh, ça je pense pas parce que c'est pas non plus un film qui vise un large Non, public, mais je pense justement qu'il a pu tirer son épingle du jeu. Et si vous l'avez manqué, donc il est sorti en France aussi cette année, en France et en Suisse. Mais si vous voulez le voir et que vous ne l'avez pas vu, eh bien il est disponible en VOD et en DVD. Donc voilà. Je vais vous parler moi d'un coup de cœur aussi personnel. Vous étiez tous les deux quand vous en aviez parlé. Je n'avais donc pas pu m'exprimer dans le saloon à propos de ce magnifique animé qui est Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai, qui est sorti en tout début d'année. Donc Makoto Shinkai, réalisateur de Your Name, le raz-de-marée, l'immense succès japonais et puis très très reconnu à qui l'international. a quand même battu Chihiro. Hein. Voilà. Donc Au niveau recette, il faut le faire. plus grand film le plus rentable au Japon de toute l'histoire, mais je crois animation et live action confondus. Enfin bref, donc c'est son nouveau film et puis il nous raconte donc l'histoire d'un jeune lycéen qui débarque à Tokyo. Il n'a pas d'argent, il n'a pas d'emploi, il trouve un poste finalement dans une revue dédiée au paranormal et il est embauché pour étudier sur un phénomène météorologique extrême qui touche tout le Japon. Pour résumer, c'est qu'il pleut tout le temps et en fait il va étudier là-dessus jusqu'au jour où il va rencontrer la jeune Ina qui aurait justement des pouvoirs spéciaux et notamment le pouvoir d'éradiquer cette malédiction qui plane sur le Japon. Donc c'est un film qui m'a beaucoup touché, qui est totalement dans la lignée de Your Name, que j'avais déjà adoré. C'est-à-dire qu'on retrouve cette romance, cette mélancolie, avec l'élément fantastique qui est central aussi dans l'histoire d'amour et dans toute la dramaturgie qui s'installe. Il y a une beauté formelle qui est absolument dingue, une reconstitution de Tokyo hallucinante parce qu'on travaille, mais alors là, le photoréalisme puissance 1000, c'est vraiment très très bluffant. Puis ensuite, il y a ces envolées lyriques dans le déploiement de l'élément fantastique avec des couleurs, un jeu avec les changements justement de météo, de lumière et tout. Enfin, visuellement, c'est un film qui est absolument bluffant et un film qui est très très touchant aussi, avec à nouveau un final absolument bouleversant qui rappelle justement le pouvoir en fait émotionnel de Your Name et qui arrive à m'agripper même si justement le réalisateur peut-être recycle un petit peu sa manière de faire, ses idées, ses thématiques et ses personnages un petit peu quelque part aussi. Ça reste un film qui est arrivé totalement à me saisir et notamment pour ce final dont je parle. Donc Les Enfants du Temps, Florian, tu avais adoré, je renvoie tout le monde à aller écouter ton shot que tu as servi donc en janvier dernier. Et le film Les Enfants du Temps est disponible en VOD, en DVD ou en Blu-ray, vous avez le choix. Ne manquez pas ce très joli film d'animation japonaise. Thibaut, on va parler animation toujours. Américaine cette fois, avec Pixar. Alors ce n'est pas Saul qu'on va retenir, puisque Non. si vous avez entendu notre épisode consacré à Saul, qu'on a publié il y a quelques jours, eh bien vous aurez entendu à quel point nous étions un petit peu méchants avec le film, un peu tiède et partagé, en tout cas tous Mi-figue, les trois. mi-raisin, je crois que c'est le ça. bon terme. Par contre, un film qui nous a plutôt saisi, chez Pixar toujours, c'est En Avant, ou bien Onward, qui est sorti de manière
assez confidentiel, en tout cas pour un Pixar. À l'époque, c'était au printemps Il a dernier. pu sortir en salle, lui, Déjà. quand même, contrairement à Soul, quand même. Et qui a fait un joli parcours en VOD après, parce que il a profité du confinement qui était en mars. Et puis, je crois que le film a été énormément téléchargé justement parce qu'il a été mis beaucoup plus rapidement que prévu en VOD. Donc voilà, ce film-là qu'on retient finalement comme eh bien, le bon Pixar de l'année. Ouais, on en parlait dans l'émission Pixar et dans l'épisode consacré à Soul. On s'inquiétait quand même un peu de l'avenir du studio. Et en tout cas, en début d'année, moi, ce film-là m'avait plutôt rassuré parce qu'on a un des nouveaux auteurs à qui on donne sa chance à Pixar, Dan Scanlon, qui avait déjà réalisé la préquelle de Monstres et compagnie, qui était un film plutôt sympa mais assez anecdotique dans l'absolu, et avec en avant, je trouve qu'il livrait un vrai film personnel. On voyait qu'il avait injecté beaucoup de lui-même là-dedans, dans cette histoire de deuil et de relations fraternelles qui était racontée avec beaucoup d'intelligence, je trouve, et une grande force émotionnelle. Le film réussissait aussi le pari assez casse-gueule de créer un univers qui mélange l'heroic fantasy au monde contemporain, et on aurait vite pu se retrouver dans un truc un petit peu cynique à la Shrek, et pour moi c'est jamais le cas, c'est jamais cynique ni moqueur, on rend hommage au genre, et au contraire c'est l'occasion aussi de souligner l'importance de l'imaginaire, comme le fait souvent Pixar. Et autant les futurs projets du studio ont un peu de quoi inquiéter. Voilà, le futur film Buzz l'éclair, je pense que c'est une des choses qui me terrifie le plus dans l'avenir proche. Oui. Autant ce en avant, voilà, ça montre que voilà, s'il est encore capable de produire ce genre d'œuvre avec, original, avec des nouveaux cinéastes, avec un univers effectivement original, qui n'est pas une ressucée d'une franchise à succès, voilà, moi je demande plus de en avant, même si c'est pas du niveau de ses chefs-d'œuvre d'origine. C'était un excellent film. Tout à fait. Qu'on veut voir plus souvent, quoi. Et très émouvant aussi. Très émouvant, ouais. Vraiment, la thématique du deuil était traitée avec beaucoup de finesse, à nouveau, avec une résolution très 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 touchante. Je plus sois à tout ce que tu dis. Florian est très déçu de ne pas avoir eu l'occasion de voir En avant. Non, je l'ai toujours pas vu. Et tu pestes d'ailleurs sur le fait que ce film n'est pas sur Disney+. En Suisse, il n'est pas sur Disney+. Je me suis abonné presque que pour voir ça et celui-là. Je te jure. Hein. Ouais, je sais. C'est pas pour voir les Marvel, je me suis abonné. Non. Et voilà, donc non, il n'est pas disponible en Suisse. Peut-être qu'ils vont le ressortir encore un coup. Parce il existe en DVD. Oui, et Blu-ray. Et en VOD, bien entendu. Mais j'aimerais bien qu'ils le ressortent en salle parce qu'ils l'ont ressorti après le confinement. Voilà, il a eu plusieurs. En juin, c'est vrai. Il est ressorti en juin. Alors, t'étais où ? T'as fait quoi ? Je travaillais, moi, comme un ouf. Bref. Donc voilà, mais en tout cas, pas encore sur Disney+. Je ne sais pas s'il y est en France. En tout cas, chez nous, en Suisse, pas disponible sur Disney+. Mais vous avez toutes les autres manières de le voir qu'on vient de citer. Florian, un autre top du Saloon. La fille au bracelet, pareil. Alors, on en avait parlé il y a longtemps. C'était en janvier ou en février aussi. Il y a 1 an et demi, puisque nous l'avions parce que nous l'avions découvert, figurez-vous, au festival de Locarno, parce que c'était le film d'ouverture sur la Piazza Grande en 2019. Donc ça remonte. Et le film, ça date. Voilà, donc je vous renvoie à cet épisode-là où on avait consacré un épisode à plein de films de Locarno, et notamment La fille au bracelet, réalisé par Stéphane Demoustier, qui finalement est sorti en salle en février, et que toi tu as vu à ce moment-là, Florian, et comme nous, coup de cœur. Coup de cœur, en effet. Déjà, ça fait plaisir de voir un film français qui sait de quoi il veut parler et qui en parle bien. C'est un film de procès, c'est un film de mœurs, et c'est un film de procès de mœurs. Ça parle d'un sujet tabou qui est donc la sexualité des jeunes adolescents. Puisque l'histoire, c'est qu'un jeune a été retrouvé mort quelque part. Une jeune, je ne me rappelle plus exactement. Ouais. Et on va accuser une fille qui est donc la suspecte idéale. Parce que c'est sa meilleure amie. Voilà, c'est ça. Et donc, on va suivre tout le procès et on va apprendre qu'en fait, il se passait des choses, ils avaient des relations amoureuses à plusieurs, tout ça, je ne vais pas tout... La sexualité des ados. La sexualité des ados. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça en parle de manière très... C'est qu'on confronte le monde des adultes qui voient toujours leurs enfants comme des enfants, c'est-à-dire des gens innocents, intouchables, naïfs, etc., alors que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est très osé et très risqué de parler d'une thématique pareille. Et le film réussit parce qu'il en parle très justement, avec une subtilité très, 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 très bien, avec également à la technique un montage et une écriture parfaite. Je trouve que là, le film de procès
est vraiment nickel. Ah ouais, le genre si vous est voulez. respecté Exactement, j'allais et le dire. suspense est là. Et Melissa Gers est là, l'actrice qui joue cette jeune fille. C'est son tout premier rôle. Elle est absolument incroyable. Elle est complètement. Conserve l'ambiguïté tout du C'est long. un truc de malade En fait, mental. tout le long du film, on se Mhm. pose la question. Nous-mêmes, on ne sait jamais si elle est coupable ou non, en fait. Voilà, parce qu'en fait, elle veut juste pas avouer le type de sexualité qu'elle a. Donc, voilà, on en est quand même à ce point-là dans la société aujourd'hui. C'est ce que le film dit, Mhm. que pour couvrir des choses que quand on est jeune, on n'aurait pas le droit de faire selon la vision de la société de l'adolescent, on serait prêt à se dire coupable d'un meurtre, en fait. Mhm. Bref, voilà. Et aussi le reste du casting, parce que je trouve que c'est un grand film d'acteurs aussi. Avec Roche je sais pas si- Dizem. Voilà, pour le père, il y a Roche Dizem, pour la mère, il y a Chiara Mastroianni. Mhm. Et l'avocate de l'accusation, qui est donc la sœur du réalisateur, Anaïs de Moustier, qui joue très très bien. Ils sont tous excellents, Ils sont tous ouais. excellents. Voilà, donc c'est vraiment à conseiller. Mhm. Il est disponible en DVD Blu-ray. Très bon film sûrement, français, dispo en VOD, voilà, en en VOD DVD, aussi. donc allez-y, La fille au rattrapez-le. bracelet. Voilà, La fille au bracelet de Stéphane de Moustier. Donc, merci Florian pour ce coup de cœur. Et puis on terminera par donc le dernier coup de cœur du Saloon qu'on a chroniqué cette année aussi. C'était en février, souvenez-vous, le cas Richard Jewell de Clint Eastwood, qui lui aussi est disponible VOD, DVD, Blu-ray. Encore une leçon du patron, du maître Clint, qui continue à explorer en fait le mythe du héros américain après American Sniper, Sully et le 15h17 pour Paris, et puis qui explore encore cette thématique de l'Amérique des laissés pour compte finalement, puisqu'on raconte dans Richard Jewell l'histoire vraie de cet agent de sécurité qui, après avoir déjoué un attentat à la bombe, se retrouve le premier suspecté, persécuté par le FBI et traîné dans la boue par les médias. Premier suspecté après avoir été la veille quand même le héros de l'Amérique, puisqu'on se disait c'est le sauveur de cet attentat, alors que finalement 2-3 jours plus tard le FBI lui tombe dessus et il devient le premier suspecté. Donc ce film est une grande réussite à nouveau de Clint Eastwood, parce qu'il a à nouveau cette colère qui est en lui, même à plus de 80 printemps, contre les institutions et l'administration américaine et contre les médias surtout. C'est hyper énervé comme film, vraiment un film très très énervé et enragé, un portrait aussi très touchant de cette victime, héros un jour et ennemi numéro un le lendemain, qui arrive toujours avec une force hallucinante à être très tendu dans ces moments de suspense, engagé comme Clint Eastwood sait l'être, avec une poigne incroyable, pas toujours beaucoup de subtilité bien sûr, mais quand même très très touchant dans le drame et dans ces moments intimes, notamment dans la relation mère-fils que l'on va voir entre Richard Jewell et sa maman. Donc encore un bon Clint Eastwood. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, les amis. Oui, moi j'avais la chance d'être là au débat qui Voilà. était consacré, donc allez réécouter, mais oui, Je croyais que excellent. tu étais là quand la bombe avait explosé. à Atlanta. Absolument, je me souviens encore, la Macarena, tout ça. Oui, c'est vrai, la Macarena en plus. Florian, toi aussi. Oui, très très bon film. Eastwood fait toujours ce qu'il sait faire et du moment qu'il continue à bien le faire, il n'y a pas de problème. Hein. Parfait. Mais il est toujours, pour un mec aussi vieux, je le trouve toujours aussi à la pointe. Hallucinant. Ouais. À la pointe d'un point de vue technique, direction, acteur, parce que là, on a aussi un trio, Katie Bates, À Sam nouveau, Rockwell ouais. et l'autre, je me rappelle pas. Paul Walter Hauser. Merci. Qui sont dirigés parfaitement. Vraiment, c'est parfait. C'est juste. Donc voilà, rattrapez-le chez vous si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà donc pour les meilleurs films vus cette année, chroniqués par le Saloon. Et maintenant, on passe, j'ai envie de le dire, au plus important, après 53 minutes quand même. Il les était amis. temps. Il était temps qu'on arrive là, mais bon, de toute façon, vous le savez, il y a des timecodes dans l'épisode. Mais au top personnel, au coup de cœur de cette année, qu'on n'avait pas eu l'occasion dont on n'avait pas eu l'occasion de parler dans le Saloon, et donc on s'est dit on va profiter de cette émission pour vous parler de films peut-être moins évidents, peut-être moins grand public, qu'on a peut-être moins entendu parler, on va dire, en cette année 2020, mais qu'on tenait, nous, personnellement, à vous inciter à voir. Donc, c'est les tops personnels. Et puis, on va commencer par toi, mon cher Thibaut. Tu peux nous parler de Uncut James déjà, Par exemple, Voilà. oui. Allons-y. Film des frères Safdie avec Adam Sandler qui est sorti sur Netflix, il me semble en janvier-février. Mars, je crois. Ah, oui. mars, d'accord. Oui. En Enfin, tout début cas, d'année. grand film, et puis on partage tous cet avis. C'est un film qui se retrouve dans tous nos tops et puis dans beaucoup d'autres tops, si vous avez regardé un peu la presse française et suisse.
Absolument, Uncut Gems, donc les frères Safdie qui nous avaient déjà mis une sacrée claque Déculottée. en pleine face, oui, déculottée, où ça marche aussi avec Good Time, qui rappelait déjà, si besoin était, que Robert Pattinson était un excellent acteur. Et donc ce coup-ci, il rappelle, si besoin était, que Adam Sandler est un excellent acteur et qui peut aussi jouer dans des drames et pas uniquement dans des comédies, puisque dans ce film, Sandler est dans un rôle à contre-emploi, en tout cas de ce à quoi on a tendance à le résoudre, puisqu'il joue un bijoutier juif qui fait aussi office de revendeur et qui trempe dans différentes affaires un peu louches, à tel point qu'il est criblé de dettes, jusqu'au jour où il met la main sur une opale, donc une pierre précieuse de très grande valeur, qu'il compte mettre aux enchères, et avec ça il pense tenir le plus gros coup de sa vie, qui va enfin lui faire gagner le pactole. Mais justement son obsession maladive pour l'argent et pour le jeu, ça va bien vite perturber ce plan, et il va se retrouver finalement acculé de tous les côtés par différents individus qui gravitent autour de lui, ses créanciers, sa femme, sa maîtresse, un basketteur un petit peu trop amateur de pierres précieuses aussi. Et donc les pressions seront toujours plus fortes et les possibilités d'échappatoire toujours plus réduites. Et finalement, comme dans Good Time, on va se retrouver dans une course contre la montre assez dingue, un vrai roller coaster, n'est-ce pas ? Avec une mise en scène des frères Safdie ultra nerveuse, qui nous place aux côtés du héros sans jamais le lâcher. On est tout du long avec lui. C'est suffocant comme film. C'est suffocant, effectivement. On a aussi une musique électronique qui maintient le rythme tout du long. Et on a un film hyper immersif, un Adam Sandler qui est absolument génial dans ce rôle plus grand que nature, finalement. Et au final, une expérience vraiment galvanisante qui, même sur notre petit écran chez nous sur Netflix, ça laisse à la fin absolument éreinté. C'est exactement ça, en fait. C'est vrai qu'à l'époque où il est sorti, en fait, on ne l'a pas traité, pour tout dire, c'est qu'au moment où il est sorti, il y avait plein d'autres choses, en fait. C'était justement au début de l'année, et puis il y avait plein d'autres films qui sortaient, et puis du coup, on est un peu passé à côté, malheureusement, même si on l'avait vu. C'était l'époque où on ne se tournait pas en premier lieu sur les plateformes et sur les sorties. C'est vrai. Il y avait pas mal de choses en salle, et notamment, justement, le Clint Eastwood, il me semble, au même moment, et le Pixar, par exemple. Mais c'est vrai que c'est un film que j'avais aussi beaucoup aimé quand je l'avais vu. J'avais quelques réserves finalement qui se sont estompées avec le temps, où plus je repensais au film, plus le film me plaisait, et surtout au moment en fait de réfléchir au film qui m'avait marqué en 2020. Eh bien, il est apparu comme une évidence, parce que je pense que j'ai pas vécu, et Dieu sait qu'en plus j'étais sur mon canapé, comme tu le dis, comme toi, à regarder ça sur ta télé, sur Netflix, et je pense que c'est l'expérience de cinéma en 2020 la plus physique que j'ai eu à vivre, où vraiment j'étais soufflé en fait par tendu, quoi. Hyper tendu. Moi, je suis navré limite, quoi. Je suis navré de le ramener encore sur le tapis, mais moi, tout ce que ne m'a pas offert 1917, là, je l'ai eu vraiment avec Uncut Gems. C'est ça. Uncut Gems, ça apporte vraiment ça. Et puis, pour un mec comme moi qui n'y connaît rien au basket, je crois que j'ai vécu le match de basket le plus tendu de toute ma vie avec ce film. Ceux qui l'ont vu comprendront cette référence. Florian, toi aussi, Uncut Gems, grand film de l'année, quoi. Grand film, oui. J'aime surtout voir les frères Safdie évoluer comme ils le font, et commencer à devenir une espèce de nouvelle vague américaine à eux tout seuls, en reprenant ce que pouvait être le cinéma du nouvel Hollywood, mais tout en restant très 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 new-yorkais. On ressent toujours la ville, surtout dans ce film-là. Le peu de scènes de rue qu'il y a, tu sens que tu es à New York, mais même dans tous les comportements des gens, dans toute la pression, la suffocation dont tu parlais avant. Ça me rappelle beaucoup du cinéma américain d'avant, mais ils en font quelque chose, ils vont ailleurs, ils prennent ça vers eux, et ils font du cinéma physique, et ça, c'est vrai que c'est de plus en plus rare. Du cinéma direct qui te rentre dedans, quoi. Un film coup de poing, comme on dit. On peut le dire. Un autre film coup de poing dont tu vas nous parler, Florian. Tu vas nous parler de ton premier coup de cœur. Alors non, c'est un film coup de matraque, par contre, celui-là. Coup de matraque, mais tu sais même pas sur quel film je te lance. Ah merde. Surprise. Alors attends. Attention, est-ce C'est que un pari risqué. va fonctionner. Dark Waters, Florian, de Todd Haynes, donc Moins de avec matraque. Mark Un coup d'épée Ruffalo, film engagé, on ne peut plus engagé, sorti, il me semble, au cinéma. Au cinéma, en ça, février ou en mars. Et puis ressorti ensuite, sorti en mai, il me semble. Enfin bref, sorti cette année, en 2020. Au cinéma, en tout cas. Voilà, je reprécise, Uncut Gems, c'est sur Netflix, et puis Dark Waters, c'est dispo en VOD, Blu-ray, DVD, c'est le coup de cœur de Florian. Et donc le coup de matraque, ce sera pour plus tard. Voilà.
Donc Dark Waters nous raconte l'histoire d'un avocat qui va être sensibilisé à la nocivité du téflon, qui est donc la matière qui fait nos poils, enfin qui a été une révolution dans les cuisines des ménagères à l'époque. Mais l'entreprise qui avait créé cette matière, qui s'appelait Dupont, mettait ses déchets un peu n'importe où de manière illégale, notamment à côté d'exploitations agricoles. Ça empoisonnait l'eau, ça rendait les gens malades, les vaches devenaient vraiment folles, elles attaquaient les hommes, etc. Cet avocat, joué par Mark Ruffalo, va donc prendre ça à cœur et va décider de mener une quête de justice pour que Dupont soit reconnu coupable de tous ces faits et avertir en fait l'opinion sur les dangers de cette matière-là. Donc on va suivre toute cette quête donc, de ce personnage. Dans Dark Waters, un film qui là encore reprend... Éminemment politique. Oui, mais qui là encore reprend un genre, c'est-à-dire le genre du film dossier, du film d'enquête. Ouais. C'est pas pour rien que les producteurs du film sont les mêmes qui ont fait The Post de Spielberg et le fameux Spotlight qui avait fait beaucoup parler de lui il y a quelques années. On retrouve cette même patte, ce même genre. On pense aussi évidemment à des films un peu plus anciens comme Serpico ou Les Hommes du Président, des choses comme ça. Il s'inscrit vraiment dans une tradition de genre du film américain. Et c'est surtout aussi, un film produit par Mark Ruffalo et oui, qui montre à quel point Ruffalo, c'était son projet de cœur, voilà. entre guillemets, parce que c'est basé sur un article. C'est donc basé sur des faits réels. Et Ruffalo est l'instigateur du projet, il est producteur, c'est lui qui allait trouver Todd Haynes. Choix d'ailleurs un peu étonnant, puisque quand on voit la filmographie de Todd Haynes, c'est un réalisateur assez artisan dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il peut passer d'un style à un autre, même si on l'a beaucoup vu dans le style musical avec Velvet Goldmine ou le film sur Bob Dylan, I'm Not There, qui est un des meilleurs films des années 2000, je trouve. Et puis qui est un... Excuse-moi, son dernier film, c'était quand même un film pour enfants, Wonderstruck. C'était pas exactement qui est sous-estimé, genre, qui est complètement sous-estimé, qui est passé inaperçu. Il avait fait Carole avant. Bref, c'est un réalisateur touche à tout. Et un esthète aussi. Et alors là, ça va très bien puisque tout le film est en sourdine. Tout le film est très sérieux et très gris, très très grave, jusqu'à la photographie. Je veux dire, je me rappelle pas avoir vu le soleil pendant 2 heures, même s'il se passe en plein jour. C'est très triste. Même le jeu de Ruffalo est très renfermé, très discret. On sent qu'il ressent énormément de choses, mais qu'il doit travailler avant tout. Et donc tout le film a cette globalité et cette cohérence de sérieux, encore une fois. Et c'est ce que j'ai trouvé très 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 bluffant, très prenant en fait, c'est qu'il n'y a, et dans son rythme aussi, on est très attaché, malgré le fait qu'il n'y ait pas trop de révélations, pas trop de twists, que ce soit assez linéaire au final. Et surtout, c'est une histoire passionnante. Une histoire d'injustice, donc évidemment, en tant que spectateur, t'es là, le grand capitalisme contre le petit agriculteur. Et ce personnage de Mark Ruffalo qui se retrouve entre les deux, on a une empathie totale pour lui, surtout qu'il risque le mariage. Puisqu'il est tellement obnubilé, alors ça pourrait presque être un film de David Fincher, tellement il est obsessionnel vis-à-vis de ce cas. Et c'est un film qui m'a énormément impressionné, encore et surtout parce qu'il arrive à reprendre un genre et à transcender tous ses codes en restant discret, en n'en faisant pas des caisses. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'au final, c'est assez classique aussi, Todd Haynes. C'est vrai qu'il s'efface un peu derrière ce sujet. C'est ça qui est surprenant pour un film de Todd Haynes. Du coup, moi, c'est un film qui me plaît, mais sans plus. Disons que je le trouve pas spécialement passionnant dans sa forme, même si je reconnais justement l'appropriation du genre dont tu parles. Et puis que, alors oui, c'est intéressant sur le film dossier, sur le fait que, il nous apporte un peu toutes ces informations qui sont ultra fouillées et que c'est un film hyper engagé, mais justement dans ce côté un peu ligne droite, où on fonce tel un bélier, où Mark Ruffalo fonce tel un bélier pour dénoncer en fait tout ça. La physique de bélier en plus. Voilà, c'est un film finalement qui enfonce pas mal de portes ouvertes et puis moi qui me fait pas beaucoup réagir et puis qui me... Mais ça, c'est me fait pas beaucoup réfléchir de... ni qui me passionne, mais ça reste un film que je trouve quand même remarquable sur tous les points que j'ai cités. Thibaut, toi par contre tu partages le coup de cœur avec Florian. Moi j'aime beaucoup, je trouve, je suis d'accord, ça a parfois la lourdeur des films dossiers où on enquille les faits judiciaires, etc. Mais pour moi on est vraiment dans la droite lignée d'un autre film que je crois t'as pas cité, Florian, qui est le Révélation de Michael Mann, où on a pareil, on suit tous
les passages obligés du genre, avec le héros qui va tout sacrifier dans sa quête de vérité, y compris sa famille, qui va se retrouver menacé et devenir complètement parano. Qui est un film qui m'emmerde aussi d'ailleurs. Tiens, j'ai peut-être un problème avec ce voilà, genre. ça doit être ça. Moi, je trouve que Révélation est un très grand film. Je trouve que Dark Waters est aussi, malgré ses défauts, un très grand film parce que tous ces passages obligés, il les met en scène de façon ultra efficace. Ruffalo est clairement habité par le rôle et il est assez génial là-dedans. Et j'aime cette fin qui n'en est pas vraiment une, où on nous montre que le combat continue et que voilà, la quête de vérité est sans fin. Parce qu'il continue encore dans la réalité. Voilà, les faits encore réels aujourd'hui, il y a encore sont tels quels, effectivement. Donc ouais, moi c'est un film qui m'a vraiment impressionné aussi. Très bien, donc Dark Waters, je l'ai dit, vous le trouvez assez facilement, VOD, Blu-ray, DVD. On passe à un coup de cœur personnel, donc le mien. Je vais vous parler d'un documentaire sorti très récemment sur Arte à la fin du mois de novembre et puis qui est toujours disponible sur le site d'Arte jusqu'à la fin du mois de janvier. Ça s'appelle Petite fille et c'est réalisé par Sébastien Lifshitz. Et en fait, ce coup de cœur me permet de parler de Sébastien Lifshitz, qui est pour moi un grand monsieur qui a fait un peu mon année 2020 puisqu'il a sorti 2 films. Donc, Ce Petite fille qui a été vraiment un coup de cœur assez instantané, mais pour moi un encore plus grand film qui est un documentaire lui aussi et qui est sorti en septembre dernier en France et qui malheureusement n'a pas pu sortir en Suisse, mais qui s'appelle Adolescente et qui est tout simplement mon film préféré en fait de 2020. Donc ça me permettait de placer ça ici. On en a parlé au Festival de Locarno dans nos épisodes. Vous pouvez retrouver ça sur nos réseaux sociaux notamment et nos plateformes. Donc voilà, donc Adolescente, vraiment un film absolument incroyable. Film qui a été tourné sur 5 ans et qui suivait en fait deux jeunes filles dans l'adolescence. Et puis là, on a un film assez différent, un documentaire aussi, mais qui épouse un peu moins la fiction, justement, comme pouvait le faire Adolescente, qui joue en fait avec cette frontière, justement, et cette limite entre la réalité et la fiction. Là, Petite fille, on est clairement dans un documentaire. Il y a des protagonistes qui parlent face caméra avec des interviews, etc. Qu'est-ce que ça nous raconte, Petite fille ? Eh bien, ça nous raconte l'histoire tout simplement sur 1h20 de Sacha, qui est une petite fille de 6 ans, ou en tout cas qui dit être une petite fille, puisqu'elle est née dans un corps de garçon. Et en fait, on va suivre les étapes et les obstacles auxquels elle va être confrontée, elle, et puis sa famille, bien entendu, et le soutien que va lui apporter sa famille à travers toutes ces étapes, et notamment celui de sa maman. Donc c'est un film qui est très délicat, très pudique et très intelligent, qui arrive à filmer l'intime et qui arrive à être subtil parce que ce n'est pas un film en fait qui va juger ou qui va brandir des slogans, qui va être ultra engagé dans la thématique très actuelle en fait qu'il épouse, mais qui va arriver à se mettre à échelle humaine et puis qui va arriver à montrer en fait. C'est un film qui montre et qui est un film sur la famille, qui est brillant et qui montre en fait la force qu'on peut se donner à l'intérieur même d'une famille pour traverser des étapes aussi spéciale et aussi douloureuse que celle-ci. Et le film nous montre comment une famille fait quand elle est confrontée à cet événement et comment Sacha, à l'âge de 6 ans, puis ensuite on la voit, il me semble, à l'âge de 8 ans, sur la fin du film, mais comment elle traverse en fait toutes ces étapes, tout simplement. Et le film ne va pas, épouser un point de vue politique sur la question ou autre, il va juste s'intéresser à ça. Et en ça, je le trouve absolument brillant. Donc c'est un petit film, voilà, moins ambitieux et moins grandiose que Adolescente, qui est vraiment là une claque immense, mais qui vaut absolument le détour. C'est disponible gratuitement donc sur Arte jusqu'à la fin du mois de janvier. Et puis Adolescente, c'est dispo en VOD, notamment sur Arte aussi, et puis en DVD et en Blu-ray. Et oui les amis, vous froncez les sourcils parce que vous n'avez pas pu rattraper Adolescente. Par contre, Petite fille, vous l'avez vu tous les deux, et il me semble que vous me rejoignez, Florian. Je te rejoins, Alexandre. Très bien. Thibaut. J'allais développer. Oui, je développe donc. Non, je rebondis sur la neutralité dont tu parles. Il a eu en effet l'intelligence de trouver un cas assez exceptionnel pour pas en rajouter au-dessus. Et c'est ce qui fait la force, parce qu'en fait, tout ce qu'il montre est déjà tellement, entre guillemets, hors du commun pour des gens qui sont pas au courant ou qui ne savent pas comment ce genre de choses fonctionne. De garder une neutralité et aussi dans son montage, je pense, de sélectionner vraiment des moments clés, ce qui fait que sur sa durée, qui n'est pas très très longue, comme tu l'as dit, 1h20,
on a quand même une densité et un concentré de moments très 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 forts, émotionnels surtout, parce que les obstacles que cette famille rencontre sont quand même assez hyper dur, importants. Et donc il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de fatigue, de frustration de la part de la famille, surtout de la maman. Et il y a des moments comme ça où tout s'envole, où un problème est résolu et voilà, là aussi c'est une petite expérience physique aussi au niveau émotionnel, je trouve, tellement il arrive à être près de ses personnages tout en restant neutre. Et c'est ça la force de ce réalisateur-là. C'est le seul film que j'ai vu de lui, mais j'ai tu te évidemment réjouis de voir très hâte de voir Adolescente depuis le temps qu'on m'en parle. C'est ça. Thibaut. Ouais, non, je suis d'accord. Pour moi, ce qui fait la grande force du film, c'est justement sa sobriété, notamment dans sa façon de filmer tout ça. C'est filmé très simplement, mais ça permet justement au drame de dégager toute sa force et de lui donner une vraie ampleur. La plupart des dialogues sont filmés en long, gros plan sur les visages, et ça permet justement de voir toute l'évolution de ce que ça, de ce que ça provoque justement chez ces individus. Moi, il y a une scène qui m'a bouleversé, c'est le premier rendez-vous chez le médecin, où on a justement un échange qui est quasi filmé en plan séquence, c'est-à-dire qu'on a des très longs plans sur la maman et sa petite fille justement, et quelques brefs inserts sur le médecin qui leur parle en face, mais justement on a cet échange où la maman avoue qu'elle voulait une fille, elle se demande si ça a eu un impact justement sur la situation de sa fille, et le médecin lui répond que non, on n'a pas d'explication précise, mais on sait qu'en tout cas c'est pas de votre faute. Et là on voit le soulagement sur le visage de la maman qui tout d'un coup se dit elle est vraiment libérée de ce poids, et c'est ce genre de moment qui justement que la sobriété de la mise en scène renforce et donne un documentaire vraiment bouleversant. C'est ça. Eh bien, ça me fait plaisir que vous partagiez cet engouement pour ce film, donc sorti assez récemment, et puis qui vient comme une évidence, comme un film dont il faut se rappeler de l'année 2020. Et puis, je le rappelle, ce cinéaste, ce documentariste Sébastien Lifshitz, qui décidément aura fait mon année. Thibaut, on passe à un autre top personnel, un autre coup de cœur. Cette fois, on va dans l'horreur, et puis on part en Australie avec toi, avec Absolument. Relique de Nathalie Erika James, qui est une jeune cinéaste qui réalise son premier long métrage, film qui est sorti en France mais pas chez nous au mois d'octobre. Malheureusement on l'a pas eu. Ouais. C'est ça. Mais en revanche, Thibaut, tu l'as vu puisque le film est d'ores et déjà en VOD, en Blu-ray et en DVD. Et puis c'est un coup de cœur pour toi. Voilà, c'est un coup de cœur, et je vais devoir me battre parce que vous êtes tous les deux des gros cyniques qui n'avaient pas su apprécier l'expérience. Donc pas du tout. Vous cracherez votre venin plus tard, Voilà. n'est-ce pas ? Moi je vais... Envoie les paillettes. Voilà, déjà. j'envoie les paillettes pour Relique, qui est, je le précise, je considère pas que ce film est un chef-d'œuvre, mais encore une fois, c'est un film qui m'a réjoui cette année. C'était une proposition horrifique que je trouvais vraiment intéressante. Pour poser le pitch rapidement, on nous raconte l'histoire d'une femme qui apprend que sa mère octogénaire a disparu, et donc elle se rend avec sa jeune fille dans la maison de sa maman pour découvrir ce qui s'est passé justement, où a disparu sa mère. Et donc on a avec ce film le portrait de trois femmes, de trois générations différentes, dans lequel on travaille justement les liens familiaux assez sobrement. On fait comprendre justement les relations entre ce trio, les problèmes de la fille avec sa mère et de la mère avec sa propre mère, donc la grand-mère. Et on traite avec ça de la reproduction des schémas comportementaux, et surtout d'une thématique assez peu traitée, je trouve, dans le cinéma horrifique, qui est le traitement des aînés. Donc là, on nous montre la vieillesse et la maladie qui deviennent littéralement des visions cauchemardesques pour le reste de la famille qui ne veut pas affronter ça. Et donc, je trouve très intéressant de traiter cette thématique-là à travers le genre de l'horreur. On a souvent rapproché ce film du cinéma d'Ari Aster. Moi, je le rapprocherais plutôt d'un Mike Flanagan. Ari Aster, c'est Hérédité, voilà. Midsommar. Voilà, et moi je le rapprochais plutôt d'un Mike Flanagan qui avait malheureusement réalisé Dr. Sleep, mais à qui aussi on doit aussi la série Haunting of Hill House et quantité de propositions horrifiques vraiment intéressantes de ces dernières années. Et je le rapproche de ce cinéaste parce que, comme chez Flanagan, l'horreur, elle est toujours liée au drame humain et au parcours émotionnel des personnages. Et là, on a des effets horrifiques
plutôt sobre et assez discret dans ce film. C'est pas non plus l'avalanche d'effets de stupeur qui sont un peu classiques, mais avec une réelle efficacité. Je trouve la maison, c'est un peu bateau de dire ça, mais la maison devient un vrai personnage et c'est plus que jamais le cas, notamment dans le final, avec 2-3 idées assez intéressantes à ce niveau-là. On joue avec les ombres, les silhouettes, les craquements, etc., des choses assez classiques, mais on propose aussi quelques idées assez intéressantes, je trouve. Il y a notamment une scène dans laquelle on voit la grand-mère debout, on croit qu'elle est de dos, et tout d'un coup, on voit qu'elle lève sa main rentre dans le cadre, et on comprend qu'en fait, elle est de face et que ses cheveux étaient devant son visage, et ça provoque, je trouve, une sensation de malaise assez subtile et qui est assez intéressante, et qui est justement un effet qu'utilisait Flanagan dans un de ses premiers films. C'est pour ça que ça me fait aussi penser à ça. Et voilà, le cynisme commence. On a aussi une scène assez classique dans l'idée, mais qui, je trouve, là encore, est bien réalisée, où la grand-mère demande à sa fille de regarder ce qu'il y a sous le lit. Voilà, ça, c'est bien. Le truc... je te fais les petits commentaires. Merci. Le truc classique, mais qui là, dans ce film, marche vraiment bien. La terreur de savoir le monstre sous le lit, quoi. Et voilà, il y a quelques belles propositions, jusqu'à une très belle résolution, je trouve, que n'aurait pas renié un Del Toro ou un Bayona, où justement... l'émotion prend le pas sur l'horreur, et ce qui nous terrifiait au début du film prend une tournure beaucoup plus dramatique et beaucoup plus inattendue. Donc voilà, moi je trouve que c'était une proposition vraiment intéressante. En plus de ça, les femmes cinéastes qui s'intéressent au genre horrifique, c'est pas si courant que ça, et donc ça m'a l'air d'être une cinéaste à suivre. Pour un film très féminin aussi, parce qu'on va vraiment parler de filiation maternelle. Il n'y a aucun acteur masculin dans ce film. Alors, il y a quelques seconds rôles, mais qui apparaissent très peu. Il y a le voisin, le policier. C'est vrai que tout tourne autour de cette filiation entre la grand-mère, la mère et la fille. C'est vraiment un portrait de 3 femmes, et sans que non plus que ce soit appuyé, ou qu'on part sur un truc opportuniste, où on est dans un discours dans l'air du temps, etc. Et pour ça aussi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Allez-y. Tu m'avais vraiment donné envie, en fait, sur ce film, et puis pas que toi, parce qu'en France, le film a été très bien reçu. Et puis notamment par les fans du genre. Donc du coup, j'étais très impatient de voir ce film-là. Et au final, je suis d'accord avec ce que tu dis sur toutes les thématiques qui sont assez intéressantes, plutôt originales, et cette filiation mère-fille qui est vraiment très, très bien exploitée, je trouve, et assez touchante d'ailleurs. Et puis notamment tout ce qu'il essaie de faire aussi sur, et notamment dans le final où c'est très réussi, sur la décrépitude du corps, vraiment qui se matérialise physiquement, et puis aussi sur le vieillissement de l'âme et du cerveau. Et ça, c'est pas mal. Le problème, c'est tous les ressorts horrifiques qui, pour moi, n'ont aucune originalité et qui n'arrivent jamais à me procurer ne serait-ce qu'une once d'angoisse ou d'ambiguïté. Et je trouve le film à un rythme vraiment, mais d'une lenteur, où en fait j'avais l'impression de me retrouver devant ce film d'horreur contemporain qui se la joue auteur, justement, qui veut nous raconter un truc ultra sensible, mais qui met des plombes à nous raconter son truc et qui oublie au passage de nous effrayer. Donc j'étais assez déçu, je dois dire, de ton coup de cœur. Florian, on l'a vu ensemble. Oui, je rejoins ton avis, Alex. Le côté dramatique est très réussi. Moi, je me rappelle d'une scène dans la forêt avec la grand-mère et la mère, qui là est une scène de film dramatique et pas du tout une scène de film d'horreur, mais qui est très réussie. Je pense que ce film aurait été un drame, il aurait été mieux réussi selon mon avis, que, en effet, je te rejoins encore une fois, Alex, sur le côté horrifique qui est très bateau. En tout cas, lors de la première heure et 10, en tout cas avant le final est très original. Je ne m'attendais pas à ce qu'il relève le niveau à la fin comme ça. Mais oui, tout le reste, c'est lent. Au niveau horrifique, on voit où il veut aller, on voit où elle veut aller, pardon, et on voit comment est-ce qu'elle veut y aller. C'est du côté dramatique que j'ai vraiment trouvé le film intéressant. Mais du coup, puisqu'on est dans une ambiance horrifique, en tant que spectateur, on laisse pas la place à l'émotion parce qu'on sait qu'on est dans un film d'horreur, donc on doit ou on va avoir peur à un certain moment. Moi, j'étais un peu le cul entre deux chaises pendant ce film. Vous attendiez plus de jumpscare, en fait. Non, pas du tout. Parce qu'en plus, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas tant que ça, justement. C'est un écueil qu'elle évite. Comme tu l'as bien dit, Mike Flanagan, je trouve que lui réussit très bien à mêler le drame à l'horreur, et je trouve que là, il y a une différenciation. En tout cas, c'est pas encore ça. Après, c'est un premier film, évidemment. Oui. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce qu'elle va faire après. Pourquoi pas, ouais. Et je pense qu'on compare ça à Ari Aster au point de vue de la photographie. Je trouve que la photographie est très
est très proche de celle de les thématiques, Hereditary. les ressorts horrifiques aussi. Enfin, il y a pas mal Et de l'ambiance, choses. la maison dans la forêt fait aussi beaucoup penser. Je pense que c'est pour ça que dans les critiques, Oui. ça a beaucoup été comparé à ça. Et aussi parce qu'Ari Aster est, en 2 films, devenu la figure d'un certain renouveau du film d'horreur hipster intello. Ça, je suis assez d'accord. Alors qu'on pense pas à... Alors, c'est pas du tout hipster à genre intello. Dave Eggers, mais voilà. Je m'excuse. C'est justement beaucoup m'excuse. moins lourdingue qu'un Ari Aster. Enfin, j'aime beaucoup Ari Aster. Oui, c'est moins mais- lourdingue, mais, Non, c'est mais vrai. c'est beaucoup mais moins poseur. visuellement quand même. Non, mais on te laisse ton coup de cœur. Mais écoutez, Thibaut. vous l'avez vu tous les deux en après-midi avec des bières. Ma foi, s'est vous moqué n'étiez de pas toi dans les bonnes quand conditions. t'étais pas Alors, là. comment tu sais qu'on avait des bières? Mais parce que je vous connais. En plus, c'est pas vrai, on en a bu après. Oui, après le film. Parce qu'on C'est voulait vrai. être sobre pour Ah, voilà. voir le Ah film oui, que t'avais aimé. voilà. Non mais oh. Non, J'apprécie mais l'effort. on te laisse, que les auditeurs sachent que c'est un coup de cœur pour Thibaut et qu'il faut aller donc voir Relique de Nathalie Erika James, qui est donc dispo en VOD Blu-ray, DVD. Florian, tu Oui, vas nous c'est parler d'un film. Ah ouais. Tiens donc. J'avais préparé un truc sur un bouquin, moi. Est-ce qu'on parle de la matraque Bah, c'est ou toi est-ce qu'on le parle chef. des montagnes et de la C'est rivière? toi le chef. Ok, alors on parle de la matraque. Ah. Alors on parle J'avais de envie de finir par la montagne de la rivière. Un pays qui se tient sage, un documentaire là aussi, français, réalisé par David Dufresne. Journaliste Euh, assez connu en France. Ouais. Ouais, Et qui avant d'être nous, réalisateur. qui nous parle en fait de la crise des Gilets jaunes, enfin en tout cas qui compile les images prises lors de la crise des Gilets jaunes et des manifestations en France et qui dénonce notamment à travers ce film, enfin tu vas nous expliquer, qui parle en tout cas des violences policières notamment, qui n'est malheureusement pas disponible pour le moment. Le film est sorti en salle. Toi, tu as réussi à le voir. C'était sorti à toute Au fin mois septembre. d'octobre. Voilà. Ouais. Septembre-octobre en France et en Suisse. Il est sorti chez nous en salle. Il a ensuite disparu des salles. Mais on se demande si, vu l'exploitation qu'il a eue, parce que je crois qu'il a eu quasiment un mois, je doute qu'il revienne en salle à la réouverture. En France, il a eu un gros buzz quand même parce que ça parle d'une Oui. thématique Ouais. encore très très Mais en tout fraîche. cas, pour le moment, il faudra attendre un peu, désolé, pour le voir en VOD et en DVD. Et puis vu que c'est Voilà. un petit film indépendant, il n'y a aussi pas tous les réseaux qu'il faut Voilà. pour qu'il soit mis en streaming ou en VOD quelque part. Exactement. Donc, va falloir Mais attendre, mais notez-le, retenez-le. Un pays qui se tient sage, c'est le coup de cœur de Florian. C'est mon coup de cœur, c'est donc un documentaire qui repose sur un procédé documentaire où en fait David Dufresne va projeter plusieurs images donc des manifestations des Gilets jaunes dans lesquelles on voit des violences policières. Il va les projeter à différentes personnes. Des historiens, des sociologues, un écrivain, avocat, enfin voilà, de beaucoup de bords, des policiers aussi, et aussi et surtout des manifestants qui vont aussi parler de leur expérience sur le terrain. Le truc intelligent, c'est que David Dufresne ne dit qu'à la fin qui est qui, même si on peut le deviner un peu assez rapidement vu comment ils sont habillés. Rien n'est vraiment évident et on peut être surpris. Donc il brouille les pistes et je trouve que c'est une décision très très intelligente de sa part sur un sujet qui divise autant, droite-gauche évidemment. Et donc il essaye d'atteindre une certaine neutralité par ce procédé-là. Et ensuite ce qui va se passer, c'est qu'à chaque vidéo vue, par duo, les gens vont discuter entre eux de ce qu'ils pensent de ça, comment ils vont l'expliquer, ils vont décortiquer les comportements selon leur spécialité aussi. Par exemple, la dame qui est historienne va expliquer que la violence de l'État existe depuis plusieurs siècles, elle va expliquer son évolution, etc. C'est ça qui est vachement intéressant dans ce film, c'est que d'ailleurs les propos sont très vulgarisés, c'est pas du tout intello ou complètement flou ou opaque, on comprend. Quand on sait un peu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes quand même, il faut avoir une certaine base, mais bon, Ouais. c'est pas difficile de savoir ce qui s'est passé Si avec vous les avez Gilets suivi jaunes. l'actualité, c'est Un sûr petit que... peu. bon. Voilà. Et donc, on se retrouve devant ce portrait, devant cette explication multifactorielle et avec plein de points de vue. Je trouve que c'est la grande force du film qui pose donc la question, j'y arrive enfin, la question du film, à quel moment l'État, qui à la base est protecteur du peuple, a la légitimité d'utiliser la violence contre ce même peuple. En fait, c'est la question qui va se poser pendant tout ce film et qui est une question, encore une fois en France, qui est très d'actualité depuis ces manifestations, mais pas que, puisqu'il y a encore des violences qui ont lieu en dehors de ça, notamment d'où le film tire son titre, de cette fameuse vidéo où toute une classe d'une 9-3 avait été mise à terre, les mains derrière la tête, où le policier avait dit « ça, c'est une classe qui se tient sage ». Et donc David Dufresne étend cette réplique à tout le pays, puisque la France c'est assez compliqué, a peur de la police depuis tout ça. Film qui sort en fait en 2020, enfin qui parle Ouais. d'un événement justement de 2018, ouais. mais en fait qui sort à un moment où il peut pas être
plus d'actualité En plus, que ça. oui, voilà. Parce la que comme police tu est le partout, dis, là. il y a eu les manifestations, il y a eu les Black Lives Matter à l'été, il y a eu justement cette question en France notamment avec ce projet de loi sur la surveillance et puis le fait de vouloir faire interdire au peuple de filmer les policiers. Donc le film en fait est d'une complètement dedans en ce pertinence. Et on pourrait croire que c'est un film de gauche. Quand même, il y a un certain point de vue, puisque la majorité des intervenants sont de gauche. Il faut savoir que tous les gens qui appartiennent aux organes de police ou de l'État ont tous refusé de participer à ce documentaire. À la fin, d'ailleurs, il y a toute la liste de toutes les institutions qui ont été contactées. Il y a juste un policier qui est là et un représentant du syndicat Alliance, qui est un des plus gros syndicats de la police française, qui a des grosses tendances extrême droite. Mais voilà, au moins ils sont là. Donc on sent derrière que Dufresne n'a pas voulu, même s'il lui est de gauche, n'a pas voulu faire un brûlot gauchiste, comme par exemple pourrait faire Ruffin, contre la police et tout. C'est réfléchi. Et encore une fois, toutes ces explications qu'on a, sociologiques, politiques et historiques, et le ressenti des manifestants, apportent un tableau beaucoup plus large. Et on arrive en fait à comprendre ce que sur Internet tu vois en 5 secondes, puis tu es là, sale flic de merde, alors que c'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe, c'est le système. Enfin voilà, il s'est tellement intriqué et le film arrive à faire ça. Et donc je trouve que c'est une grande réussite de ce point de vue-là. Voilà donc Un pays qui se tient sage de David Dufresne, documentaire français. Donc il faudra patienter encore un peu pour le voir, vous l'aurez compris, mais c'est le coup de cœur de Florian. On va parler on continue à parler de flics violents avec moi. Je vais vous parler de Time to Hunt de Yoon Song-yoon, donc film sud-coréen, disponible sur Netflix, qui est sorti au printemps dernier, en plein confinement. Film qui était à l'origine présenté au Festival de Berlin en 2020. Donc, il devait sortir en salle à la base, alors à l'international, mais potentiellement pas en Suisse, mais qui finalement a été repoussé puis racheté par Netflix. Donc Netflix qui offre une très belle visibilité à ce film coréen, qui est donc un polar sur film de braquage en tout cas au début du film, et puis qui va se transformer, vous le verrez, en chasse à l'homme peu à peu, puisqu'on va suivre une bande de potes dans un Séoul un peu dystopique. Ce sont des petites frappes qui essayent de se démerder pour gagner leur blé et survivre. Ils vont donc organiser un casse dans une banque, casse qui va mal se passer. Donc là on est dans les codes du film de braquage à fond. Là, c'est hyper tendu, c'est superbement mis en scène aussi par ce jeune cinéaste. Et puis, on va virer petit à petit dans quelque chose d'assez inattendu, où il y a un revirement de genre, en fait, cinématographique, puisqu'on est dans une chasse à l'homme avec un flic sans foi ni loi qui va traquer, en fait, nos petites frappes. C'est un film que je trouve hyper efficace, qui est totalement dans la veine de ce que savent faire les Coréens, qui a une réelle maîtrise des codes de genre en question, comme je l'ai dit, et puis une tension hyper nerveuse. Et il utilise aussi très très bien, je trouve, le fantasme et le cauchemar, en fait, pour nous faire ressentir cette angoisse progressive, en fait, de ces petits gaillards qu'on va suivre, qui ont joué avec le feu et qui se retrouvent un peu coincés dans une descente aux enfers sans issue. Et là même, on va utiliser quelques codes, en fait, de l'horreur. Enfin, c'est assez suffocant sur la deuxième partie. On joue même avec cette idée de boogeyman. Donc, on est limite dans un slasher. C'est ça, on prend les codes du slasher. Et puis il y a une superbe photo aussi, même si parfois je trouve que la direction artistique est un peu trop clean et un peu trop léchée pour justement les genres que le film épouse. Mais ça reste du pur cinéma avec de vrais personnages et une très bonne dramaturgie, avec un super casting aussi. Enfin bref, c'est dispo sur Netflix, foncez. Et il me semble que vous partagez ce coup de cœur aussi, les amis. Absolument, ouais, moi je trouve que c'est vraiment un divertissement hyper efficace. Je trouve qu'il y a quand même quelques lourdeurs. Enfin, ça aurait pu être plus ramassé, c'est-à-dire que je trouve la mise en place un peu longue. On comprend assez rapidement l'univers dystopique et on insiste un peu longuement sur le désir des personnages de s'en extraire, alors qu'on a assez rapidement compris les enjeux. Mais une fois que la traque du titre, parce que je crois qu'en français il s'appelle La Traque, le film. Oui, c'est ça, La Traque. Ouais. Dès que la traque démarre pour de bon, là c'est vraiment hyper nerveux, tendu. La mise en scène est ultra dynamique. Enfin, la caméra
caméra est presque constamment en mouvement, le cadre est souvent débulé, on est limite dans du Danny Boyle des fois. Enfin, d'ailleurs, je trouve qu'il abuse un petit peu de cet effet, mais au moins il y a vraiment un rythme qui est quasi constant, et il y a des séquences de tension assez dingues. Enfin, moi, les scènes dans le parking et dans l'hôpital, ça marche vraiment. Enfin, t'es vraiment à cran, et tout. Ouais. Florian? Oui, c'est un film que j'ai aussi beaucoup apprécié, au-delà de tout ce que vous avez dit. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'ambiance et les lieux de tournage où il est allé, cette espèce de futur dystopique, encore une fois, où on a plutôt l'impression d'être aujourd'hui, tout simplement que plein de gens sont morts et que les thunes, c'est encore plus dur à avoir que maintenant. Et qu'en fait, toutes les villes sont délabrées. Il a dû tourner ça, je pense, dans des zones industrielles abandonnées. Mais on a toujours cette impression de fin de monde, tout le temps. Et donc, c'est très drôle d'avoir ce contraste où on rejoint différents genres et où finalement, c'est un film normal, entre guillemets, mais qui s'inscrit dans une espèce d'ambiance post-apocalyptique, mais calme, où il n'y a plus rien, en fait. Et ce contraste, encore une fois, je le trouve assez réussi, et visuellement, c'est beau. En tout cas, surtout avec le final qui vient encore. Absolument. Je sais pas trop en dire. Time to Hunt, donc de Yoon Sung-yoon, c'est disponible sur Netflix. Et puis, vous l'aurez compris, Florian, Titi et moi, on est tous partants pour vous dire qu'il faut voir ce film. Absolument, qui fait partie des grands films de cette année dont on n'avait pas pu vous parler, malheureusement. Thibaut, on va parler de ton dernier coup de cœur, puisqu'on en a 3 chacun, vous l'aurez compris. On s'est dit, allez, on va être généreux, on va vous conseiller plein de films. C'est festival. De toute façon, voilà, vous êtes chez vous, les salles sont fermées, vous avez que ça à faire. Rattraper des films de 2020 que vous auriez loupés, et notamment ce film d'animation, qui est donc, pour parler de super-héros, parce qu'on n'en a tellement pas eu en 2020. Mais Thibaut, oui, il fallait bien rattraper le coup. On va parler de Justice League, tous Dark, ces Marvel qu'on n'a pas vu. Apocalypse War de Matt Peters et Christina Sota, qui est trouvable en VOD, Blu-ray, DVD, et c'est ton coup de cœur. Tu m'as dit tout à l'heure par message, c'est le Avengers Endgame du DC Animated Universe. Absolument, oui, sauf que ça dure 2 fois moins longtemps et que c'est beaucoup plus fun. Ah bon. Donc oui, Justice League Dark Apocalypse War, comme tu le dis. Pourquoi titre Apocalypse, parce que c'est le nom de la planète de l'antagoniste, tu vois. Donc rien à voir avec le Snyder Cut, puisque là on a affaire à un film d'animation et un DTV, comme tu l'as dit. Et j'avais envie de parler de ce film parce que c'était une bonne occasion de rappeler que Warner, à côté de son univers cinématique, justement au cinéma, avec Justice League et Wonder Woman, etc., ils ont aussi une branche animation qui est très prolifique, puisque depuis 2007, ils sortent 2-3 films par an. Donc c'est quand même... on a un planning à la Marvel, justement. Et depuis 2013, ils ont mis en place justement dans cette branche animation un DC Animated Movie Universe, donc un univers partagé qui rassemble tous les super-héros. Et dès les premiers films, dès les premiers films en 2007, donc les films indépendants, on avait une vraie qualité qui était dans la droite lignée de ce qu'ils avaient fait avec les séries animées Batman et Superman dans les années 90. Alors on n'avait pas que des... Ça, c'était très bien. Et dans ces films, on n'avait pas que des chefs-d'œuvre. Surtout ces dernières années, ça a été vraiment en dents de scie. Mais on avait des films qui ont le mérite de rendre justice aux personnages et aux franchises qu'ils adaptent, d'être pour certains très généreux en termes d'action, assez courts, puisque ça tourne en général autour de 1h15, 1h30, donc c'est assez vite consommé, et qui tentaient des choses pas si courantes dans le secteur de l'animation, puisque au fil du temps, on a eu des trucs de plus en plus matures, c'est-à-dire pas des films avec des filtres monochromes et des personnages dépressifs, mais des films qui osaient vraiment être plus explicites dans la violence et qui assumaient de tuer leurs personnages. On peut effectivement faire des films de super-héros où on ose liquider... du casting. Et d'ailleurs, si vous voulez voir une vraie adaptation de Suicide Squad, voyez la version animée plutôt que la purge de David Ayer. Mais alors, me vient une question. Oui. Pourquoi, avec le nombre de films qu'il y a l'air d'avoir dans ce DC Animated Universe, absolument, pourquoi on a l'impression de passer totalement à côté en francophonie, en Europe? Je ne sais pas si aux États-Unis ça marche vraiment. Enfin, pourquoi? Moi, j'ai l'impression d'être passé totalement à côté et j'ai l'impression que je ne suis pas le seul. Parce que c'est des films qui sortent directement en vidéo. Il n'y en a pas un seul qui est sorti en cinéma, donc c'était directement en DVD. Et alors, ils débarquent aussi chez nous. On peut les acheter dans les magasins du coin. Mais voilà, forcément, ils sont éclipsés par les versions live de Batman versus Superman, etc.
Et c'est bien dommage parce que autant l'univers partagé justement que Warner essaye péniblement de mettre en place au cinéma, dans la branche animation, ils ont vraiment réussi à concrétiser ça, parfois en adaptant des comics préexistants ou en partant sur des histoires originales. Et on a des films indépendants qui racontent des aventures de Batman, de Superman, de Green Lantern, de Wonder Woman et toute l'équipe, qui se retrouvent finalement pour des films Justice League où ils font équipe, avec un vrai fil rouge qui s'est construit au fil du temps depuis 2013, jusqu'à, on y arrive, ce dernier film qui boucle la boucle avant qu'on reboot tout ça, et qui est donc... On se réjouit. Oui, et qui est donc effectivement l'Avengers Endgame de la saga, puisque les super-héros s'unissent pour affronter Darkseid, qui est justement le Thanos de DC Comics. Et contrairement à la choucroute garnie de Marvel, on a un film qui ne dure qu'1h30, donc évidemment qu'il n'y a pas le temps de beaucoup de développement. Sur la quarantaine de personnages qu'on a dans le film, ils n'ont pas tous le même temps de présence, il y a forcément des raccourcis, une écriture un petit peu inégale et une animation qui est encore un peu rigide et qui commence à être un peu daté sur le style, mais au-delà de ça, tout le reste tient ses promesses parce qu'on a une vraie réunion finale qui fait culminer tous les arcs narratifs qui ont été construits jusqu'ici, qui s'amusent avec ces personnages, tous les personnages qu'ils ont à disposition, qui les respectent toujours, mais qui osent aussi les malmener. Là, contrairement justement aux adaptations live, dès le début, on a la moitié des personnages qui se fait dézinguer, parfois de manière très gore. Green Lantern se fait déchiqueter de tous les côtés, par exemple. On ose vraiment bouleverser les bases établies, donc tout ce que, désolé encore une fois d'appuyer dessus, mais tout ce que Marvel ne fait pas. Tire sur l'ambulance. Mais oui, j'aime toujours faire ça. Et donc, vraiment, avec ce film, on enquille les séquences d'action, on rentabilise au maximum les 90 minutes qui sont à disposition et on livre une aventure hyper fun avec bien plus d'idées que la majorité des films live de DC Comics. Donc, c'est pas un chef-d'œuvre, encore une fois, mais c'est un très chouette film. C'était justement l'occasion de mettre en avant toute cette branche animation qui vaut vraiment le coup d'œil. Et à l'heure où tout le monde s'excite sur l'arrivée future de la Snyder Cut, je voulais profiter de rappeler l'existence de ces films-là et du fait que ces personnages ont déjà eu des adaptations réussies et qui continuent à en avoir. Voilà. Alors, il y a Florian qui se réjouit énormément de voir ce film, mais par contre, ce que tu vas dire à Florian, c'est Florian, il faut voir les autres avant, c'est ça? Oui, évidemment. Enfin, c'est comme du comics, quoi. Si t'as pas lu le début, tu casses que dalle. C'est ça. Enfin, là, c'est le crossover final, donc c'est mieux de voir tout. Alors, il y en a certains, il faut se les taper, c'est un peu plus compliqué, mais il y a vraiment. On a combien, tu dis, à se faire? Alors là, c'est le 15e de la série, mais depuis le début, la branche animation, ils en ont fait une trentaine, je crois. Donc il y a vraiment de quoi faire. Mais c'est justement l'occasion de découvrir tout un tas de films. Toi, tu conseilles, faut voir les 15, quoi, et puis terminer par celui-là, voyez tout, le bouquet final. Même ceux qui n'ont rien à voir avec cette histoire-là, voyez tout. Et à part ça, si vous avez du temps. Certains animés adaptés de comics ont été faits en édition chez Urban Comics, qui a donc les droits des comics papier. Donc ils peuvent être trouvables aussi comme ça, notamment The Dark Knight Returns, The Killing Joke. Voilà, et ils Batman sont en pack Zero. avec le comics. C'est ça, vous avez l'adaptation en film. Et aussi, je crois qu'ils ont fait un partenariat avec des studios japonais, puisqu'ils ont sorti Batman Ninja sur Netflix, qui était pas une grosse réussite, mais qui est quand même assez intéressant visuellement, en tout cas, qui est très coloré, qui est très japonais, puisque Batman et Joker se retrouvent avec des armures de genre samouraï à se péter la gueule sur les toits des dojos japonais. Tu fais bien de citer ça sur Netflix, ça. Effectivement. Il y en a peut-être d'autres. Du coup, j'ai pas fouillé. Du coup, j'ai vu celui-ci. Il y a vraiment de quoi faire et ce Batman Ninja est intéressant pour souligner que c'est vraiment un milieu où ils peuvent tenter les choses et c'est beaucoup moins cadenassé que justement les adaptations live. Oui, parce que du coup, ils s'en foutent un peu en termes de budget et de rentabilité, forcément. Merci donc, Titi. C'était Justice League Dark Apocalypse War, donc, que vous trouvez un peu partout, VOD, Blu-ray, DVD. Et donc, Thibaut nous conseille de s'intéresser à cette frange du DC Universe, la animated version du DC Universe. Florian, on va parler d'un film un peu moins super-héroïque, quand même. Mais que je trouve quand même super. Mais que tu trouves quand même super. Mais tout aussi palpitant. Et il me semble que c'est ton film préféré de 2020. Oui. Et on pèse nos mots, là, quand même. Ça s'appelle Séjour dans les monts Fuchun. C'est un film chinois, un premier film de Gu Xiaogeng. Je
Je pense que je prononce absolument très mal. On dit Xiao. Pardon, oui, Gu Xiao c'est pas Gang. grave, hein. Voilà, c'est peut-être un peu mieux maintenant. Qui est un film donc qui est sorti, alors à la base, qui a été présenté à la Semaine de la critique cannoise en 2019 et qui ensuite est sorti en salle française le 1er janvier 2020. C'est juste dans la mais qui limite n'est- du top. Oui, c'est ça, exactement. Mais qui n'est pas sorti en salle chez nous. En revanche, qui est disponible depuis cet été en VOD, en Blu-ray, en DVD. Et ce film-là, il a fait pas mal parler de lui cette fin d'année parce qu'il s'est retrouvé dans pas mal de tops en fait de presse cinéma, notamment il se trouve dans le top 10 des cahiers du cinéma, de Première, de Télérama il me semble, ou des Inrock, enfin voilà, il se trouve un peu partout. Qu'est-ce que c'est ce film-là et pourquoi c'est le meilleur film de 2020? Alors, c'est le meilleur film de 2020 selon moi, hein, parce que je sais que Ah c'est pas ton oui, film bah préféré, oui, Alex, Florian. hein, voyons donc. Alors, c'est un film chinois, comme tu l'as dit, qui va nous raconter l'histoire d'une famille au moment où la matriarche va avoir une attaque cardiaque et ne va plus être capable de gérer sa vie, donc on va devoir la mettre dans un EMS. Le problème, c'est que ça coûte des sous et que ses 4 fils, fils numéro 1, fils numéro 2, fils numéro 3, fils numéro 4, qui s'appellent comme ça, vont devoir un peu oublier les mésententes qu'ils ont entre eux pour essayer de se mettre ensemble et de trouver des sous pour que la mère ait une fin de vie assez confortable. Vous mesurez le fun là, hein, quand même. Hein. Voilà. Là déjà, je palpite, j'en peux plus. Là, c'est Le Justice film, il League, dure votre 2h30, c'est parfait. Mais ce que fait le réalisateur à travers cette histoire familiale intime, c'est qu'il va nous parler évidemment de son pays, la Chine, qui est un pays qui depuis une dizaine d'années est en grand bouleversement. Et donc, on va avoir toujours ce conflit entre la tradition et la modernité, qui est une thématique qui, dans les films asiatiques, revient assez souvent. Ici, entre l'ancienne Chine communiste, qui est donc représentée par la matriarche, par la grand-mère, et par d'autres parents, et la nouvelle Chine, donc celle qui est plus capitaliste et plus individualiste, parce qu'il faut savoir que la Chine est en passe de devenir la première puissance mondiale économique. Ça devrait arriver cette année ou l'année prochaine, Oui. ou c'est peut-être déjà fait avec le ça. Covid. J'ai pas vraiment suivi. Et donc voilà, on va avoir cette rencontre entre ces deux générations qui va se montrer en 3 aspects principaux. Le premier, c'est le rapport à l'argent. C'est-à-dire que l'ancienne génération est très à cheval sur le fait d'avoir du fric pour prendre soin de sa famille, pour pouvoir manger, parce qu'ils ont connu le communisme, c'était pas ouf. Alors que les jeunes trouvent du travail un peu plus facilement, puisque la Chine est dans un boom économique absolument incroyable, et que ce qui est important pour eux, c'est leurs envies, même s'ils n'ont pas trop d'argent, voilà, c'est moins leur préoccupation. Donc on a un premier clash à ce niveau-là. Le deuxième clash, ça va être au niveau de l'environnement, puisque l'urbanisation galopante du pays est en pleine expansion, c'est un truc de fou. On le voit d'ailleurs dans ce film, dans la ville où ça se passe, il y a des quartiers entiers qui sont détruits pour dériver des fleuves, enfin, comme ça avait été fait avec le fameux barrage des Trois Gorges il y a 15 ans, ça avait été un grand cas là-bas, où on déplace des populations, on reconstruit des grands quartiers modernes, high-tech et tout le tralala, alors que les vieilles personnes, elles vivaient dans des gargotes, il n'y avait pas de problème. Voilà. Mmh. Et- Et au-delà de toutes ces thématiques sociales, on est dans un film qui raconte en fait des chroniques de vie, qui est Oui. plutôt un film Choral. contemplatif et choral, exactement, J'allais y venir. et qui brille en fait par sa mise en scène. C'est ça. Moi, en dehors de ça, ce qui m'a beaucoup plu, en dehors des thématiques, c'est sa mise en scène, puisque là aussi, on retrouve du plan séquence un peu plus visible que dans The Climb, où on va vraiment suivre, on sent que le réalisateur veut vraiment prendre le temps de suivre ses personnages. Il y a une fameuse scène de nage dans le fleuve, où la caméra suit le mec nager pendant, 10 minutes, un quart d'heure, où il y a un jeu avec les feuillages, En avec ressenti une en personne. tout cas, ouais. Voilà, ça, je sais que tu m'as bien ressenti là. Mais il arrive surtout, avec ses plans séquences, à faire des plans larges et à englober tout ce que la Chine est d'un point de vue visuel, c'est-à-dire que même dans les plans, on voit l'urbanité, on voit la nature, on voit les vieux temples, on voit les nouveaux bâtiments. Il arrive en fait à mettre dans le langage cinématographique ce qu'il veut aussi dire dans ces thématiques politiques et sociales et familiales. Et je trouve que c'est une grande réussite pour ça, d'autant plus que le visuel est absolument époustouflant. Il a pris des endroits, enfin c'est sa ville natale, qui est une ville de plusieurs millions d'habitants, évidemment.
des endroits absolument sublimes, vraiment, enfin, au niveau nature et tout, c'est complètement fou. Je ne saurais pas comment le dire autrement. Ouais, mais J'ai non, vraiment mais- été estomaqué par les endroits en tant que tels, déjà d'une, et de deux, par comment est-ce qu'il les montre et comment est-ce qu'il les filme, C'est en ça. sachant qu'il a tourné ce film quand il avait 27 ans. C'est ça aussi impressionnant, c'est que c'est son premier film, mais il est aussi très très jeune. Ouais, putain, il a mon âge, quoi. Ouais, ça fait mal. Hein. Ouais. Non, Et- c'est hyper bluffant. Et puis, comme tu dis, la manière en fait de jouer avec les contrastes, justement, à montrer les contrastes au niveau du paysage en Chine, en fait, et qu'il arrive à filmer chaque paysage de manière différente, et que ce soit la nature, l'urbanisme, les quartiers un peu délabrés, les quartiers peuplés, les grands marchés, ou bien les grandes montagnes, les fleuves. Enfin, à chaque fois, il va trouver une manière différente de le montrer. Et c'est Et c'est un truc belle carte postale de la Chine aussi. qui nous, voilà, et c'est exactement, en tant que spectateur occidental, on n'a pas forcément l'habitude de voir parce qu'on n'est C'est pas ça. dans des grands pays C'est ça. autant avec de la population aussi grande. Mais je voulais juste finir sur les laits thématiques, qui est quelque chose d'assez nouveau que j'ai trouvé dans le cinéma chinois. Parce que d'habitude, c'est un réalisateur qui s'appelle Jia Zhangke qui critique un peu ce conflit tradition et modernité. Mais lui, il n'y a toujours aucune résolution, alors que là, on assiste vers la fin du film à un mélange de l'ancien avec le nouveau, à une espèce de paix retrouvée très 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 spirituelle. Mhm. Que en fait, tout ce qui est mieux de faire, c'est que chacun trouve sa propre voie avec l'accord et l'acceptation des membres de la famille, parce que la famille est encore quelque chose de très important en Chine. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rarement vu dans un film chinois. Cette unité à la fin et cette bienveillance que le réalisateur a envers ses compatriotes et cette poésie qu'il a visuellement, encore une fois. Tu as vu quand même que j'ai retenu quelques qualités. J'ai Oui, ça reconnu fait un quelques effort, qualités. hein. J'ai Ça fait un effort. Et, Non, sache que c'est le premier volet d'une trilogie. oui, c'est juste. Et je pense que tu as hâte de voir le second et le J'ai troisième hâte, volet. je me réjouis. Non, mais bon, on blague. Je vais pas m'étendre sur le film. Je reconnais toutes les qualités formelles dont Florian vient de parler. C'est juste que C'est personnellement, contemplatif. c'est Voilà. pas du tout mon genre de cinéma. On est dans du cinéma du réel, chronique de vie, où finalement on va suivre des personnages dans un quotidien pas très passionnant. En tout cas, on va pas suivre de trame narrative excitante, mais on est plus dans un film lent et contemplatif. Il faut se le faire et il faut aimer ce type de cinéma. Mais pour ceux qui aiment, eh bien, Florian, tu nous conseilles plus que tout au monde Séjour dans les monts Fuchun de Gu Xiaogeng. Voilà, son Bien premier joué. film, on l'a dit, et c'est disponible VOD, DVD, Blu-ray, tout comme ce dernier film dont on va vous parler. C'est moi qui m'en charge, c'est mon dernier coup de cœur personnel. Ça s'appelle La Communion, a.k.a. Corpus Christi, film polonais de Jan Komasa, qui est sorti en salle en tout début d'année, février-mars, en Suisse et en France, et qui était un film qui a fait parler de lui, en fait, à cette époque-là, à sa sortie en salle, puisque figurez-vous que la sortie était très bien choisie, puisqu'elle concordait avec la cérémonie des Oscars, et que ce film-là faisait partie de la sélection des films sélectionnés pour l'Oscar du meilleur film étranger. Finalement, eh bien, cet Oscar sera remis à Parasite, comme tous les autres Oscars, en fait. Mais donc, qui avait fait parler de lui au début du printemps, et a raison, puisque c'est un film brillant qui nous raconte le destin d'un jeune délinquant de 20 ans qui s'improvise prêtre. Il est libéré, en fait, sous conditionnel de son centre de détention. Et il va se rendre dans un petit village du coin. Il va arriver dans une église pour prier. Et en fait, là, il va trouver un curé qui va le prendre, en fait, pour son remplaçant. Puisque il y a un curé malade dans ce petit village qui attend impatiemment le curé qui va venir le remplacer pendant son congé maladie. Et il va croire, en fait, que c'est ce jeune-là qui est là à prier. Il va lui dire, viens voir, viens dans le presbytère que je te montre comment on fait, que tu puisses mettre la toge, etc., etc. Et donc là, il va prendre la place donc de ce curé malade dans ce petit Venez à village de moi, les Cologne. petits enfants. Voilà, exactement. Et il va improviser en fait ses messes, ses prières et ses sermons. Et en improvisant ça, eh bien, il va tout envoyer balader sur les certitudes, les convictions et les traditions en fait de ce petit village et de ses croyants, puisque on est dans un petit village reculé de Pologne et la religion occupe une place mais absolument fondamentale dans le lien social entre les gens de ce village. Et en fait, lui, ce jeune de 20 ans, délinquant, eh bien, il va remettre en question tous ces principes religieux de cette petite communauté catholique. Il va
leur proposer un exercice de leur foi loin des institutions et des traditions, et il va leur ouvrir les yeux en fait sur beaucoup de domaines. Et c'est ce que fait le film aussi. À nous, moi, je suis fan en fait des films qui parlent de religion et qui justement sans arrêt la questionnent, la remettent en perspective avec l'histoire, avec la culture et avec aussi les traditions et une forme de spiritualité qui questionne le bien et le mal. Et c'est ce que fait aussi ce film-là, qui est un film assez sombre et dur, qui va explorer les notions de péché, de repentance et de rédemption, et questionner aussi la bonté, la pureté, la spiritualité et surtout l'hypocrisie de la religion. Et là où, au-delà de ces thématiques passionnantes, n'est-ce pas, le film va nous captiver, c'est parce qu'on va suivre, au-delà de tout ça, eh bien, une sorte de mystère en fait sur un deuil qui va hanter ce village, puisqu'il y a eu un fameux accident de voiture il y a quelques années où des mineurs ont trouvé la mort, et la question va être d'élucider qui les a tués, et le prêtre improvisé va se rendre compte à quel point ce deuil anime encore et toujours et hante encore et toujours toute cette petite communauté catholique. Donc on est dans un film assez tragique, brutal, froid et sec, à l'image d'ailleurs de sa photo qui est magnifique, avec une allégorie biblique qui est aussi assez saisissante, qui n'est pas des plus fines, on est d'accord. On retrouvera quand même les figures des apôtres, de Judas et du Christ, et de la notion de sacrifice avec cet acteur que je trouve hallucinant, qui s'appelle Bartosz Bielenia. Voilà. J'ai bien prononcé, tiens. Enfin, je crois. Les Polonais jugeront. Donc, c'est un film brut et sans concession, hyper poignant. C'est pas un film hyper fin, comme je l'ai dit, mais c'est un film qui va au bout de ses idées et puis qui envoie tout balader dans la religion, et ça, j'adore. Et du coup, c'est un gros coup de cœur, La Communion. Mes amis ne vont pas pouvoir réagir puisqu'ils ne l'ont toujours pas rattrapé, mais non, mais ça a l'air je vous donne envie. Mais où est-il disponible, Alex ? Eh bien, il est disponible en VOD et en DVD, mon ami. En VOD, et alors pas en sur Blu-ray. différentes non, je crois qu'il n'est pas encore disponible en Blu-ray. Mais à vérifier cette information. Voilà, donc on aura fait le tour de tous ces films que vous pouvez voir donc chez vous ou revoir. Et puis merci à Thibaut et Florian d'avoir présenté tous ces films. L'émission touche bientôt à sa fin, mais juste avant de la conclure, j'aimerais avoir votre avis sur 2021. Où va le cinéma ? Quel film vous attendez ? Qu'est-ce que vous flairez comme ça sur l'année qui nous attend ? Puisqu'on a parlé de 2020 pendant 1h50 maintenant, mais j'aimerais avoir votre avis sur 2021 et ce que vous en attendez. Ma Florian ? plus grande inquiétude, c'est lorsque les salles rouvriront que les gens n'y aillent plus. C'est ça qui me fait un peu peur, parce que ce serait con que les salles ferment définitivement. J'ose espérer qu'il y aura un retour, je pense, timide des spectateurs, puisque quand elles vont rouvrir, on sera toujours dans une période de Covid. Je ne pense pas qu'ils attendent que le vaccin fasse effet pour ouvrir les salles, sinon elles vont rouvrir à la rentrée prochaine en septembre. Voilà, donc j'ose espérer que les gens reviennent, fassent revivre ce lieu qui est quand même culturellement important et dans lequel on tisse du lien. Voilà, on partage des émotions communes au même moment devant la même chose. Je trouve ça super important, comme beaucoup d'autres endroits, mais vu que là on parle du cinéma. Et peut-être que les gens découvriront, parce qu'on a toujours parlé de tout ça, des blockbusters qui vont sortir en streaming en même temps qu'en salle et que les gens n'iront plus en salle. Je n'y crois pas. Je pense que les gens qui allaient au cinéma pour voir les blockbusters, s'ils les voient chez eux, les petites salles resteront ouvertes. Ouais, excuse-moi, je me suis un peu perdu dans mes trucs. Les petites salles resteront ouvertes en tout cas, et les films un peu plus discrets ou indépendants resteront, parce que eux, ils ont déjà un public qui lui reviendra, dont on fait partie, je pense. Ouais. La question, c'est le grand public. C'est le grand public, et est-ce que les multiplex resteront ouverts ? Et voilà, mais moi j'ai plus peur pour les petites salles, mais je pense que c'est elles qui survivront avant les grandes salles, avant les multiplex, comme tu l'avais dit sur LMFM il y a une semaine. Voilà. Et ton film ou tes films que tu attends le plus en 2021 ? Alors moi, t'en sais rien ? Non, je ne sais pas, parce que je suis rarement. Peut-être le deuxième film de cette trilogie de notre cher Gu Xiaogang. Je pense pas qu'il sortira cette année, parce que quand même, je pense que ça lui demande beaucoup de travail. Ça m'étonnerait qu'en un an il le fasse. C'est vrai. Mais non, j'attends d'être surpris. Puis des faux espoirs, on en a eu tellement en 2020 que même de manière générale, je suis pas très à regarder. Le seul truc que j'attends vraiment est déjà
prévu pour être en streaming, c'est la nouvelle série de David Lynch qui est prévue sur Netflix en 2021. David Fincher, je crois que tu Non, l'as David Lynch. J'étais sûr que quelqu'un allait faire la blague. Donc voilà, moi Bon, c'est tu me ma déçois plus- quand même, parce que je croyais que tu allais me citer Fast and Furious 9, mais bon. Ou le Snyder Cut, mais non, Voilà, désolé. je croyais hein, que bon, Florian. je suis pas à la hauteur. Thibaut, un petit avis sur 2021, comment tu la sens et puis quels sont les films que tu attends? Écoute, moi je suis très curieux et inquiet de voir comment ça va se passer du côté justement des blockbusters. Enfin, on l'a vu récemment avec l'affaire Tom Cruise. Il y a quand même une énorme pression sur les grosses productions et sur ces grosses machines qui vont attendre vraisemblablement le moment où tout est vraiment rétabli pour sortir, parce que personne ne veut prendre de risques, et si on sort les films, ce sera uniquement sur les plateformes. Donc je pense qu'il va falloir patienter un peu pour ces films-là, malgré tout. Voilà. Bon, le film que j'attends le plus, c'est évidemment Space Jam 2. Hein, je crois que c'est notre cas à tous. Voilà. Non. Les Tuches 4. Les Tuches 4, Tuches évidemment. 4, j'avais bien oublié. sûr. Non, dans les Tuches 4. plus petits films, entre guillemets, moi, je crois qu'il sort l'an prochain. J'attends impatiemment le nouveau Edgar Wright, Last Night in Soho. Je crois que c'est prévu pour 2021 normalement, et a priori c'est pas une énorme machine qui attend d'être sûr qu'il va pouvoir avoir 1 milliard de spectateurs en salle pour sortir, donc on devrait normalement l'avoir. Le Joe Wright aussi, Woman in the Window, qui traîne depuis je sais pas qui combien aurait de dû temps. sortir aussi cette année, Début d'année, 2020, mais finalement ce sera pas le repoussé cas. ad vitam aeternam. Voilà, moi il y a quand même des choses qui m'attirent. Je reste très intrigué et en même temps un peu sceptique sur le Matrix 4. Évidemment Fast and Furious 9, parce que c'est la vie. Dune, je m'en fous, mais alors comme mais oui, mais il aime pas Denis Villeneuve. Non, j'aime pas non je plus. n'aime J'aime pas beaucoup du le tout bouquin. Denis Villeneuve. donc. Non, mais il y a le nouveau Kingsman aussi qui Oui. m'aguiche pas mal. Mission Impossible, évidemment. Enfin voilà, il y a. Mais tout ça, c'est c'est 2021, Mission Impossible. Alors écoute, je crois Déjà que encore à confirmer, mais alors c'est Ils ça. le On est maintiennent sûr de encore rien. pour le moment. Ouais, on est sûr de Justement, rien. on est sûr de rien. Et Batman. Et Batman, c'est 2022. Donc déjà voilà, repoussé. c'est pour Putain. ça que je pense, moi, je me projette pas trop pour l'instant. Effectivement, je pense que Il y a aussi le Verhoeven qui a été mais poussé oui, plusieurs fois Benedetta. avec Virginie Efira en nonne. On espère Sexy. qu'il va arriver encore. Lui, il attend Cannes, hein, c'est tout. Oui, c'est ça. Si Cannes peut avoir Oui. lieu, Benedetta sera là. Sinon, bon, on va attendre encore un moment. Et puis le James Bond, quand même, les amis, on espère que ça sorte. oui, mais ça, on espère que ça sorte, et puis à voir si la franchise complète est rachetée par Netflix ou Par Disney. on ne sait quelle plateforme, puisqu'apparemment c'est James Bond est c'est à en vendre. discussion. Oui. Ouais. Voilà Triste, quand même. ce qu'on peut attendre donc de cette année 2021. Vous l'aurez compris, des réjouissances, mais aussi beaucoup de craintes, notamment sur ce secteur. Beaucoup en crise. d'inconnus. Et beaucoup d'inconnus. En attendant justement que le cinéma reprenne vie, que les salles de cinéma puissent rouvrir en cette année 2021, et bien là, vous avez plein de films à rattraper chez vous qui ont fait donc notre année 2020. C'était cette émission spéciale Top Cinéma 2020. Merci beaucoup Thibaut Ducret. Mais merci à toi, Alex. Merci Florian Pouplin. C'était super, j'ai beaucoup aimé. C'était chouette, hein? Ouais. On refait ça quand on veut. Dans un an. Voilà. Ouais, dans un an. Et on espère se retrouver tous les trois au micro pour parler d'une nouveauté très bientôt. En tout cas, merci à vous deux les gars, et puis merci à vous qui nous avez écoutés. On espère que cette émission spéciale vous aura plu et vous aura donné envie de voir plein de films qui seront passés sous vos radars. Et puis voilà, portez-vous bien, voyez des films, des bons si possible, et puis retrouvez tous nos épisodes et notamment nos derniers longs formats sur toutes vos plateformes de podcast. On vous rappelle, likez, commentez, partagez, mettez des étoiles, enfin faites-nous vivre quoi. C'est grâce à vous que le Saloon Podcast peut vivre. On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. On vous embrasse. Ciao! J'entends dans mon casque. Ouais, ça j'entends par exemple. J'entends. Ça aussi j'entends. Ah, ASMR? Oh putain, c'est insupportable. Oh, mais c'est chaud, hein. Ça me donne envie de gerber. Ouf. Ok, C'est Gandalf qui parle aux papillons. d'accord. Croche, 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 croche. Tu sais que j'enregistre là. J'adore. On peut plus rien dire. Non. 2021, gros. Ok.